Nelgo. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième débat préparatoire aux Rencontres Capitales 2021 qui se tiendront les 19, 20 et 21 novembre à l'Institut de France sous l'égide des 9 académies que le composent et de la bibliothèque Mazarine. Cette session servira également à préfigurer les thèmes qui pourront être abordés en novembre prochain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques remerciements aux partenaires, bien sûr, à la communauté des entreprises étrangères de France et au cercle de leurs présidents, à Raymond Soubi pour sa confiance, au quotidien économique La Tribune, à Catherine Bréchignac, à Xavier Darcos, ainsi qu'au conseil scientifique des Rencontres Capitales, enfin aux équipes très engagées de DZA sous la responsabilité de leur chef d'orchestre, Christian Auboineau. Notre échange nous mènera jusqu'à 20h environ et se découpera en 4 temps. D'abord un dialogue avec nos invités, Nicolas Bouzou et Charles Pépin, puis 4 étudiants leur poseront chacun une question. Pour la troisième partie, j'ai puisé dans les derniers ouvrages de nos invités quelques thématiques qui font écho aux enjeux de notre actualité et plus largement de notre époque. Enfin, nous les ferons réagir aux questions que vous pouvez d'ores et déjà poser via l'onglet Q&R en bas de votre écran. Nicolas, vous êtes économiste, vous dirigez le cabinet de conseil Asterès et vous êtes directeur d'études au sein du MBA Law and Management de l'Université de Paris 2, Assas. Vous avez également cofondé le Cercle de Belém, un groupe de réflexion libérale et progressiste. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, le dernier sorti il y a quelques jours chez IXO, a pour titre Homo Sanitas, une plongée historique et prospective dans notre culture de la santé et l'organisation de la santé. L'avant-dernier, paru en 2020 chez l'Observatoire, a pour titre « L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle », un examen assez détonnant des manières et des possibilités d'aimer, passer au tamis des nouvelles technologies et de l'individualisme contemporain, mais aussi du capitalisme, de l'hyperchoix, générateur de frustration et d'infidélité. J'ai bien résumé ? Absolument. Charles, vous êtes philosophe et venez de publier chez Alary La Rencontre. Excuse-moi, on va juste s'arrêter parce qu'on a une rupture d'image là, pour l'instant. Donc on regarde ce qui se passe. Tu as oublié de remercier les cercles. Mais je l'avais dit au début. Si, j'ai dit. Au début. Sport d'endurance, hein, je cours, je fais du vélo, je nage. Le son, c'est bon. Bon, désolé pour cette rupture momentanée de réseau. Nous reprenons donc avec nos invités, Charles Pépin et Nicolas Bouzou. Je reprends pour Nicolas, pour la présentation de Nicolas, parce que peut-être que nos auditeurs n'ont pas entendu. Vous êtes économiste, vous dirigez donc le cabinet de conseil Asterès, vous êtes directeur d'études au sein du MBA Law and Management de Paris 2 Assas. Vous avez également cofondé le Cercle de Belém, qui est un groupe de réflexion libérale et progressiste, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier, qui vient de sortir il y a quelques jours chez IXO, a pour titre Homo Sanitas. C'est une plongée historique et prospective dans notre culture de la santé. Et l'avant-dernier, qui est paru il y a quelques mois chez l'Observatoire, a pour titre L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle, un examen des manières, des possibilités d'aimer, passé au tamis des nouvelles technologies et de l'individualisme contemporain, mais aussi du capitalisme de l'hyperchoix, qui est générateur, on le sait, de frustration et d'infidélité. Charles, vous êtes philosophe. Vous venez de publier chez Alary La Rencontre, une passionnante plongée philosophique, historique, littéraire, poétique, picturale, musicale, cinématographique et même papale, mais surtout très intime, dans le mystère de ce qui constitue notre raison d'être, la rencontre, la double rencontre, celle vers l'autre et celle vers soi, deux mouvements de rencontre qui sont bien plus qu'indissociables, consubstantiels. Il est étonnant d'ailleurs de constater à leur lecture combien vos deux ouvrages parfois
se questionnent et se répondent. Et je me suis régalé. Et de rencontre, il est désormais question entre vous deux et vers les auditeurs autour d'une interrogation: pouvons-nous sortir meilleurs de l'épreuve protéiforme que nous subissons? Protéiforme parce qu'elle nous frappe dans notre corps, notre cœur, notre âme. Elle nous expose en permanence à la peur et à la mort. Elle précarise l'économie, l'emploi, et donc elle vulnérabilise nos situations professionnelles, sociales et familiales. Elle ébranle la salubrité de la démocratie, des solidarités, des libertés. Elle atrophie l'offre culturelle et artistique. Elle bouleverse l'expression et la nature même de nos relations professionnelles, amicales, affectives ou amoureuses. Et sous les taux d'une offre médiatique tétanisée et de réseaux sociaux parfois ivres, elle enferme nos préoccupations, nos aspirations, nos centres d'intérêt autour d'un item obsessionnel, le coronavirus. Au final, cette épreuve obstrue nos perspectives d'avenir. Peut-on donc en sortir meilleur? Et c'est oui, comment? Alors, je me refuserai à employer le mot galvaudé de résilience, auquel d'ailleurs Charles vous consacrait un chapitre, en référence à l'histoire personnelle de celui qui a popularisé le concept et mis en valeur la contribution des tuteurs de résilience, Boris Cyrulnik. Songeons que de cette notion très précise, signifiant la capacité de se construire après un trauma, après un fracas, l'exécutif a baptisé au printemps dernier le dispositif d'aide militaire et ce printemps le projet de loi climat. Nous ne parlerons donc pas de résilience, mais simplement des leviers qui peuvent nous permettre, individuellement et collectivement, de considérer l'avenir avec l'espérance ou l'utopie, je ne sais pas, vous nous le direz, qu'il soit meilleur. Alors, que signifie être meilleur d'un point de vue philosophique? Je pose la question à tous les deux, à Charles peut-être en premier, mais aussi d'un point de vue économique. L'idée étant de savoir si l'on peut désindexer l'expression des sempiternelles notions de croissance, de rentabilité et de productivité. Charles? Alors déjà, c'est très intéressant effectivement de ne pas éclairer le fait d'être meilleur du concept de résilience, parce que précisément, la résilience, c'est justement ce contre quoi on va se définir, c'est simplement un retour à l'état initial, en fait. Ça vient du métal qui a été choqué, et qui a été tordu, et qui peut retrouver, par une propriété qui lui est propre, par une propriété, sa forme initiale. Là, bien sûr, on ne veut pas ça. On ne veut pas revenir à l'état initial, qui était déjà extrêmement critiquable pour plein de raisons. Donc, l'idée, c'est que cette crise puisse nous rendre meilleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Peut-être on peut éclairer cette notion d'une distinction que fait Aristote entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. On a beaucoup de choses possibles en soi, beaucoup de qualités, beaucoup de talents, et au plan individuel, être meilleur individuellement, et au plan collectif, être meilleur collectivement. Et la question, c'est est-ce que la vie va nous donner les occasions d'actualiser ce qui est en puissance, c'est-à-dire de rendre effectives des talents, des qualités, des dispositions qui sont simplement possibles. Et Aristote nomme kairos toutes les occasions d'actualiser sa puissance. Donc devenir meilleur, c'est actualiser un possible qui est en soi, mais qui pourrait rester possible jusqu'à la mort, c'est-à-dire rester virtuel, rester potentiel, ne jamais s'actualiser. Évidemment, et vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots, en fait, les occasions, c'est souvent des chocs, c'est souvent des choses négatives, souvent des agressions, souvent des crises. Donc, je veux dire, c'est une tarte à la crème de la pensée historique et philosophique que de dire que d'une crise, on peut sortir meilleur. Parce que souvent, il faut un choc pour actualiser sa puissance. Alors, attention, ça peut aussi être des éléments positifs, l'admiration, l'exemplarité, une belle rencontre. Mais dans le cas qui nous intéresse, oui, la réponse est oui, on peut évidemment sortir meilleur de cette crise. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va en sortir changé, parce qu'on serait vraiment incroyablement accroché à son essence si on sortait de cette crise mondiale, extrêmement rare de par son ampleur, si on sortait de cette crise inchangée. Donc moi, ma réponse est oui. D'abord parce que je suis plutôt optimiste de nature, mais parce qu'en plus, je vois beaucoup de signes, comme ça, dans les relations humaines, dans les entreprises, dans la façon de faire du télétravail, dans la manière le rapport à l'écologie. Il y a beaucoup de signes qui annoncent que cette amélioration est possible. Nicolas, maintenant, évidemment, oui. Juste un mot, il y a deux façons philosophiques de penser la relation du possible au réel. Il y a des philosophes qui disent dès que c'est possible, ça ne peut qu'arriver. C'est un destin. Moi, je n'y crois pas, bien sûr. Et d'autres, comme Kant, qui permettent de poser un idéal du possible et de dire maintenant, au travail, à nous de tout mettre en œuvre pour que ce possible puisse, au sens d'Aristote, s'actualiser.
Cet optimisme, Nicolas, vous l'imaginez dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise aussi? Oui, alors déjà, c'est entre nos mains, en fait. Si je reprends, alors déjà, le prérequis sur lequel je veux vraiment insister, parce qu'en ce moment, il y a un peu parfois cette idée de relativiser la crise, de dire on en a trop fait, etc. Non, c'est une crise d'une gravité absolument exceptionnelle, crise sanitaire d'une gravité exceptionnelle, et donc crise économique et sociale d'une gravité absolument exceptionnelle. Crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans, crise économique la plus grave depuis 80 ans. Donc, ce qui nous arrive, c'est vraiment pas rien. Alors, si vous regardez les deux crises précédentes, enfin les grandes crises du XXe siècle, qui n'étaient pas des épidémies, mais des guerres, en fait, vous en avez une qui a abouti à un état du monde moins bon, et vous en avez une qui a abouti à un état du monde meilleur. Donc, c'est vraiment entre nos mains. Celle qui a abouti à un état du monde moins bon, c'est la Première Guerre mondiale, puisqu'elle a abouti à la Deuxième Guerre. Alors, je ne sais pas si on peut comparer, mais enfin, en tout cas, elle a abouti à un état du monde qui n'était pas satisfaisant pour tout un tas de raisons qui ont d'ailleurs été très bien mises en lumière par un économiste. L'un des premiers livres de Keynes, ça s'appelle « Les conséquences économiques de la paix », et il explique très bien la façon dont les humiliations économiques que l'on fait peser sur les Allemands vont les amener vont amener à des catastrophes économiques et donc à une réaction politique. Et c'est exactement ce que l'on a vu avec la montée du national-socialisme. Donc vous voyez qu'après la Première Guerre mondiale, il y a l'humiliation de l'Allemagne. Alors il y a certes les années folles, mais finalement, la Deuxième Guerre mondiale, on peut l'analyser comme étant la conséquence de la Première Guerre mondiale. En revanche, l'après-Deuxième Guerre mondiale, ça aboutit à un état du monde qui est un état supérieur, meilleur que celui qui lui préexistait. Pourquoi ? C'est le plus jamais ça. C'est parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, là vraiment, il faut faire quelque chose, il faut changer quelque chose. Donc, je ne vais pas faire un cours d'histoire qui n'aurait aucun intérêt, surtout que tous ceux qui le regardent connaissent ça par cœur, mais on va faire le plan Marshall, on va inventer le multilatéralisme, les grandes institutions internationales, on va faire aussi l'Union européenne, qu'on critique beaucoup, mais je rappelle que le premier objectif de l'Union européenne, c'était de consolider la paix. Ça a marché, ça a même d'une certaine façon, si je voulais être un peu provocateur, je dirais presque que ça a trop bien marché, puisqu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une institution pacifiste qui n'arrive pas à sortir de son pacifisme. Mais en tout cas, vous voyez que l'après-Deuxième Guerre mondiale, là, on a eu une crise dont vraiment on a su, je trouve, tirer des leçons. Pardonnez-moi, Nicolas, je vous interromps une seconde. Ouais. Est-ce qu'on peut comparer l'ampleur, la nature et l'ampleur du trauma que nous avons vécu en 1939-1945, qui a abouti justement à cette construction, voilà, cette construction, on va dire, heureuse, avec le trauma que nous traversons aujourd'hui? Ils sont de nature quand même très différente. Bien sûr. Et sans doute peut-être pas de la même force aujourd'hui. Alors non, mais on ne peut jamais comparer. Enfin, je veux dire, toutes les crises sont complètement différentes. Ceci dit, ça parce qu'on ne sait pas comment on va finalement construire demain. Mais ça, on ne peut pas le savoir. C'est, comme je le disais, je pense que ça a à voir avec l'idéal kantien dont parlait Charles Pépin. C'est-à-dire que c'est à nous de savoir si on veut construire quelque chose de différent ou pas. Mais je pourrais multiplier les exemples. Alors, je vais vous prendre l'exemple le plus basique qui soit, qui me rend, non pas optimiste. Moi, je n'aime pas le terme d'optimisme, c'est une question d'humeur. Moi, je ne suis pas optimiste, ça dépend des jours, ça dépend de l'ensoleillement, c'est pas ça. Mais qui peut me rendre confiant. Regardez tout simplement ce qui est en train de se passer. C'est le sujet que je traite dans mon dernier livre, dans le domaine de la santé. Cette crise, elle nous a obligés à faire des progrès absolument extraordinaires en matière d'innovation en santé. Et notamment, là encore, je vais passer sur les détails, mais les vaccins, les fameux vaccins ARN messagers, vraiment sont le début, en réalité, d'une révolution thérapeutique avec énormément d'applications dans les maladies cardiovasculaires, dans les maladies orphelines, dans les cancers, avec déjà des essais cliniques. Donc, ce n'est pas de la théorie. On est au début, mais on en voit déjà des conséquences. Si on se débrouille bien, c'est-à-dire si on s'organise, mais on va y arriver, pour faire en sorte que tous ceux qui en ont besoin puissent accéder à ces thérapies. Ça, c'est ce qu'on appelle l'État-providence. Et si on se débrouille pour faire en sorte que les pays pauvres qui ne peuvent pas accéder, par exemple, au vaccin ARN messager, y aient accès, et on est en train de le faire, c'est l'un des seuls trucs qui fonctionne bien en ce moment en Europe, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle COVAX. C'est en fait l'aide au développement de l'Europe, c'est l'aide au développement vaccinal de l'Europe vis-à-vis des pays les plus pauvres. Si on arrive à faire tout ça, vous voyez bien qu'on est en train de faire quelque chose qui est très positif. Donc oui, je suis relativement confiant. Et en effet, on pourrait multiplier les exemples. On pourra le faire dans l'heure qui vient si vous voulez, mais en matière de management, on voit les leçons de cette crise, comment améliorer les choses. En matière je sais pas, d'accueil des personnes âgées dans les EHPAD. Là, on voit bien les problèmes
structurels qui existaient dans les EHPAD, là, ils ont été mis crûment en lumière cette dernière année. Donc, on voit comment on pourrait améliorer les choses. Un autre exemple, mais extrêmement concret, je ne vais pas pousser très loin, mais l'organisation de l'hôpital. On voit bien que là aussi, il y a des choses très intéressantes à tirer de ce qui s'est passé cette dernière année. Donc, voilà, si on est capable, en fait, la question c'est est-ce qu'on est capable et est-ce qu'on veut tirer les leçons de cette crise? Si on est capable et si on veut tirer les leçons de cette crise, moi, ma théorie, enfin, ceux qui sont charitables au point de me suivre le savent, je pense qu'on peut avoir quelque chose qui ressemble, alors là encore, comparaison n'est pas raison, mais à des 30 Glorieuses ou à quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, je pense qu'on peut construire sur les décombres de cette crise extrêmement grave, je pense qu'on peut construire quelque chose de formidable pour l'avenir. Dans quel état, Charles, pensez-vous que nous allons sortir de cette torpeur et comment devons-nous nous préparer à revoir la lumière? C'est vraiment une bonne question. Je ne sais pas. J'hésite entre deux états. Soit la première piste qui me tente beaucoup, c'est celle des années folles, le retour de la vie, une excitation, une soif de rattrapage. Mais il y a une contre-force, évidemment, à l'œuvre et qu'on mesure dans une habitude prise à ce repli, à cette vie rétrécie, et aussi dans la manière dont certaines personnes, je ne leur jette pas la pierre, mais je les mets en garde, finalement ont pris goût à cette vie étriquée et à cette espèce de confort qu'il y a à ne pas sortir de chez soi, à ne pas prendre le risque de l'altérité, à avoir aussi des espèces d'habitudes qui ronronnent et des certitudes qu'on essaye comme ça de chérir comme un petit bébé. Et donc, je pense qu'il y a deux forces. Et votre question, c'est comment on s'y prépare? Je pense qu'il faut effectivement s'y préparer. C'est-à-dire que maintenant, on est encore entravé, les vaccins arrivent, mais c'est un peu lent. Mais je pense qu'il faut commencer à sortir de soi maintenant pour préparer la sortie de chez soi, parce qu'autrement, ça va être un choc un peu brutal. Ça veut dire quoi, sortir de soi? Ça veut dire dès maintenant essayer de s'ouvrir à d'autres façons de penser, dès maintenant changer ses habitudes, dès maintenant finalement changer ses certitudes aussi, dès maintenant aller voir l'information sur un autre site que celui qu'on fréquente habituellement, dès maintenant s'ouvrir à d'autres livres, et lire Homo Sanitas si vous ne l'avez pas encore fait. Mais c'est important. Parce que tout le monde a déjà lu les livres de Charles Pépin. mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut n'être pas prêt et on peut vivre très mal le retour de la vraie vie. Et c'est clair que cette préparation, c'est aussi de chérir l'intranquillité qu'on a été obligé d'endurer, quoi. Finalement, de dire que c'est la vraie vie, d'être intranquille, d'accepter aussi une dose nouvelle d'incertitude. Ne croyons pas qu'en sortant de la crise, parce qu'on est vacciné, on sortira de l'incertitude. On a compris, en fait, j'allais dire grâce à cette crise, que l'incertitude est le biotope de l'animal humain, économiquement, socialement. Alors c'est dur parce qu'on a été élevé dans l'idée contraire. Toute notre éducation, notre culture, les grandes écoles, l'école même, essayent de nous dire qu'on peut arrimer plein d'îlots de certitude et qu'il y aura un peu d'incertitude. En fait, ce qu'on a découvert avec cette crise d'ampleur sans précédent, c'est qu'en fait, on n'avait pas prévu, et on n'avait pas prévu son ampleur, et même au milieu, on n'a toujours pas prévu d'une vague à l'autre, on prévoit mal, et donc on est confronté à une quantité d'imprévus qu'on n'avait pas prévu, quoi, inimaginable. Mais au fond, quand on sortira de la crise, moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura été vacciné contre cette illusion de l'incertitude. Au fond, tout est pour l'essentiel incertain. Donc la question, du point de vue humaniste, c'est qu'est-ce qu'on fait humainement, dans les entreprises, dans les histoires d'amour, dans sa gestion de carrière, dans sa vision des vacances, dans son rapport à la planète. Qu'est-ce qu'on fait quand on a compris que nous habitons le monde de l'incertain et que nous pouvons tout au mieux arrimer sur cette grande mer de l'incertitude des petites bouées de certitude de temps en temps. Et encore, elles vont bouger comme ça au gré des vagues. Mais pardonnez-moi d'insister là-dessus. Je me souviens, moi, il y a quelques mois, d'un très bel échange que j'avais avec Edgar Morin et qui insistait justement sur l'absolue urgence de restaurer les vertus de l'incertitude. Bien sûr. On vit, et bien avant le Covid, on vit dans un contexte, dans une époque ultra sécurisée, tout est anticipé, tout est maîtrisé, contrôlé. On n'apprend plus à vivre avec l'incertitude. Vous pensez réellement que demain, nous saurons peut-être un peu mieux vivre avec l'incertitude, mieux l'accepter, mieux la considérer? Déjà, personnellement, je l'espère. Après, on peut penser, parce que c'est un peu vague l'incertitude, il faut peut-être l'arrimer à d'autres concepts. Par exemple, incertitude et carrière, incertitude et décision. Je m'explique. Si on essaye de dire, voilà, il y a des décisions à prendre, politiquement, économiquement,
En fait, si on fait une petite philosophie de l'incertitude, on s'aperçoit que la question de la décision ne se pose que parce qu'il y a de l'incertitude. Autrement, si on est certain, il n'y a rien à décider. Si on est certain parce qu'on a analysé le réel de manière logique avec des tableurs Excel et des arguments implacables, il n'y a plus aucune décision à prendre. C'est juste un choix. Là, on est en train de parler, et il se trouve qu'à 20h, on va apprendre ce qu'a décidé Emmanuel Macron. Ben, c'est une décision. C'est-à-dire que ce n'est pas implacable, ce n'est pas rationnel au fond. Il y a une part de rationnel, mais la décision excède. La question de la décision ne se pose que dans l'au-delà de l'argumentation rationnelle. Et il y a un moment, eh bien, au fond, il faut trancher en univers incertain. Et donc, comment on peut faire pour accepter ça? Comprendre qu'il en va de notre liberté. Au fond, nous ne sommes libres que parce qu'il y a de l'incertitude. S'il n'y avait pas d'incertitude, on vivrait dans un monde déterminé, nécessaire, et au fond, il n'y aurait que de l'administration, il n'y aurait que de la science exacte, il n'y aurait que de la gestion, il n'y aurait pas toutes les valeurs humaines qui nous intéressent. Il n'y aurait pas la confiance, il n'y aurait pas la décision, il n'y aurait pas la liberté. Donc voilà ce qu'on peut faire. Moi, je ne suis pas économiste ni un chef d'entreprise. Ce que je peux faire en tant que philosophe, c'est expliquer aux gens qui ont peur de l'incertitude que s'ils aiment leur liberté, s'ils aiment leur sens de la décision, s'ils aiment le fait de faire confiance à quelqu'un, alors il faut accepter l'incertitude. Parce que si je te fais confiance, mais que je suis certain que j'ai raison de te faire confiance, alors je ne te donne aucune confiance. Toutes les questions que j'ai évoquées dans tous mes livres ont pour prérequis l'incertitude. Par exemple, j'ai écrit Les vertus de l'échec. Ben, ça veut dire qu'il faut décider et accepter la possibilité de l'échec parce que le résultat positif n'est pas certain. J'ai écrit sur la confiance. Il n'y a de confiance qu'en univers incertain. Je te donne ma confiance malgré l'incertitude. Et là, évidemment, le travail sur la rencontre, ben, c'est faire de l'incertitude son allié, provoquer le hasard, aller le séduire. Donc voilà, je ne veux pas positiver à excès, mais je voudrais quand même dire qu'on pourrait sortir meilleur de cette crise si on apprenait à avoir moins peur de cette incertitude. Elle a été terrifiante, évidemment. On a eu légitimement de l'effroi par rapport à cette incertitude qui a été celle de l'arrivée du virus et comment on réagit, est-ce qu'on va mourir, est-ce qu'on va souffrir, etc. Mais simplement maintenant, il faut peut-être passer à autre chose. Heureusement, les vaccins vont nous faire revivre, heureusement. Et peut-être qu'on aura un rapport plus heureux à l'incertitude, paradoxalement. Nicolas, vous connaissez bien les théories de l'évolution de Darwin. Être darwinien, résume Pascal Pic, c'est s'adapter au monde que nous changeons. En d'autres termes, c'est accepter qu'individuellement et collectivement, nous sommes la cause et la solution des épreuves auxquelles nous nous confrontons. Depuis un an, nous nous sommes adaptés à l'épreuve. Nous avons adapté nos comportements de consommation, mais aussi au travail. Nous nous sommes adaptés à la peur. Et de tout cela, qu'est-ce qui pourrait rester de durable et peut-être une plus grande faculté d'adaptation demain? Est-ce que c'est possible? Alors moi, je pense que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très important de s'adapter et on s'est remarquablement adapté depuis un an. Enfin, s'il y a un peu plus d'un an maintenant, mais si en janvier 2020, on nous allait dire voilà tout ce que vous allez subir durant l'année 2020 et l'année 2021, parce que malheureusement, même si on voit là, enfin, on est engagé dans le bout du tunnel, mais on n'y est pas encore tout à fait, on n'est pas arrivé, on n'est pas sorti du tunnel. Mais si on nous avait dit voici tout ce que vous allez subir, ça nous aurait semblé mais strictement impossible. Donc on a une capacité d'adaptation, on l'a vu, on l'a éprouvé, qui est tout à fait exceptionnelle. Mais je pense que la question clé, c'est pas l'adaptation, c'est ce que vient de dire Charles. C'est la question de la liberté. Est-ce qu'on a le goût de la liberté et quel usage on va faire de cette liberté? Et là, je suis vraiment très confiant. J'ai un débat qui m'a opposé dans les médias à certains de mes amis libéraux qui ont considéré au fond que… alors ce que je fais là est très mal élevé d'ailleurs, parce que je débat tout seul alors qu'ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas porter la contradiction. Donc c'est vraiment très mal élevé. Mais je vous prie de m'en excuser, mais je veux au moins poser, mais au moins poser les termes du débat. Si tu veux, je ne dis pas que j'ai raison. Voilà, ouais, exactement. Non, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. En fait, qui ont considéré que, en effet, comme le disait Charles, il existait cette possibilité qu'on s'habitue à ce manque de liberté et qu'on finisse par aimer ce manque de liberté. C'est-à-dire qu'au fond, la servitude volontaire, voilà, qu'on soit dans cette espèce de process où on aurait finalement apprécié les restrictions et où on continuerait de demander des restrictions avec d'ailleurs au bout du compte, pourquoi pas, les populismes, l'arrivée de pouvoirs fascistes, etc. Alors, je suis en total désaccord avec ça. Je pense même que c'est très exactement l'inverse. Alors, c'est peut-être lié à ma formation d'économiste et à ma très grande fréquentation depuis mon plus jeune âge de la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que je suis quand même très familier de l'idée selon laquelle, quand on manque de quelque chose, ça lui donne beaucoup plus de valeur. Et donc, je considère, au contraire de mes amis libéraux,
que la valeur de liberté et la demande de liberté n'a en réalité jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Mais nous sommes assoiffés de liberté. Mais la vérité, c'est qu'on n'en peut plus des restrictions. C'est qu'on ne supporte plus le couvre-feu à 19h. Moi, je le vois, j'ai une entreprise, mais je vois bien chez mes clients. Ils veulent tous revenir au bureau. Mes salariés qui demandaient le télétravail. Je ne sais pas si c'est la vraie liberté. Non, mais ils veulent avoir le choix entre le télétravail et le bureau. Ouais. Voilà. Et donc, ils veulent revoir des gens, ils veulent retourner dans ce qu'ils considèrent être comme comme la vie. Donc, je termine juste, je te laisse. Mais, et donc, ça ne m'inquiète pas trop. Je pense qu'on va faire usage de cette liberté. Et je termine juste là-dessus. Je pense que la montée, si je veux tirer le fil, y compris politique, je pense que la montée des populismes, elle n'est pas du tout liée à ça. Elle n'est pas du tout liée au fait que les gens veulent des gouvernements qui restreignent leur liberté. La montée des populismes, elle est liée à tout un tas d'autres facteurs, notamment le fait que beaucoup de nos concitoyens considèrent que les gouvernements actuels ne sont pas suffisamment efficaces. C'est un débat, mais c'est un autre débat. Excuse-moi. Non, j'essaie de me faire l'avocat du diable, mais même si c'est aussi naturel, cet attachement à la liberté, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi fort que l'attachement à la sécurité. C'est la question. Voilà. Et j'ai l'impression, j'entendais récemment François Sureau parler un peu comme toi, de cette liberté qui est menacée par les contrôles, menacée par le futur passeport vaccinal, menacée par l'enregistrement des données de santé, par exemple. Et je l'entendais comme ça, finalement, parler dans le vide. Parce que qui en France est sensible à cette thématique ? Les gens, le couvre-feu les fatigue et ils veulent arbitrer entre le télétravail et le bureau, c'est vrai. Mais la vraie liberté, c'est plus que ça. Bien sûr. Et à mon avis, la vraie liberté, elle les indiffère en grande partie, dans la mesure où ils sont très, très, très effrayés pour leur santé, tout simplement. Alors, je voudrais aller dans ton sens, et je pense que notre rôle à tous, écrivains, auteurs, parents, professeurs, chefs d'entreprise, c'est effectivement de donner ce goût de la liberté, de cultiver ce goût de la liberté, et pas simplement, et de ne pas le laisser se faire dévorer par la passion de la sécurité, au fond. Et je pense que là, on peut parler de littérature, on peut parler de culture, et effectivement, ce goût de la liberté, il est aussi là, mais ça s'entretient, et je pense, contrairement à toi, enfin, je pense pas, je suis pas un scientifique, mais mon sentiment, c'est que en ayant été privés, les Français n'en ont pas manifesté tant que ça le goût. Je prends un exemple très concret. Il y a eu la fermeture des musées. La plupart des Français qui protestent contre la fermeture des musées n'y mettent pas un pied. Et à mon avis, ils n'iront pas davantage quand ça aura réouvert. Donc il y a une protestation comme ça, un peu formelle. Quoi, on m'enlève la liberté d'aller au musée, alors que les musées sont grosso modo désertés, enfin trop désertés par les Français. Donc je suis d'accord avec toi sur l'horizon. C'est ce qu'il faut qu'on cultive. Maintenant, je suis moins confiant que toi sur cette persistance de l'amour de la liberté chez les Français. Je le regrette. Ouais. Mais ce que j'observe, c'est quand même que voilà, la sécurité est peut-être plus importante, quoi. Nicolas, vous évoquez à l'instant le télétravail, pardon. Si les études confirment qu'en télétravail, il y a un gain de productivité substantiel, faut-il, certaines études l'évoquent, mais il faut qu'on attende encore un petit peu. Je vais préciser. Ouais. Voilà. Faut-il s'attendre à ce que nous basculions dans un modèle de société du travail qui aura pour norme le travail à distance et le morcellement, l'isolement des liens sociaux? Non, je ne crois pas du tout. Alors déjà, juste sur le télétravail et productivité, en fait, pour être tout à fait précis, ça suit une courbe en cloche. C'est-à-dire que pour les métiers télétravaillables, pardonnez-moi, le terme est très laid, mais qui sont très nombreux, hein, c'est 30 à 40% enfin, on est dans des sociétés de services, hein, donc c'est 30 à 40% des salariés. En fait, ce que l'on voit, c'est que la productivité, elle monte jusqu'à 2 jours et demi de télétravail par semaine, et ensuite, ça redescend. Et en fait, on voit que pour que le télétravail fonctionne, alors ça, c'est quelque chose qu'on a appris pendant la crise, parce que là, c'est comme les vaccins en Israël, on a eu ce qu'on appelle une expérience en vie réelle. Voilà. Donc, on voit qu'il y a 3 conditions pour que le télétravail fonctionne. D'une part, il faut que ce soit facultatif. Il y a des gens qui veulent télétravailler, mais il y en a d'autres, notamment des jeunes, parce que c'est trop petit chez eux, parce qu'ils veulent voir. Ils ne veulent pas. Donc, s'ils ne veulent pas, il faut leur laisser le droit d'aller au bureau. Il faut que ce soit maximum 2 jours et demi par semaine. Et il faut qu'il y ait un management, et ça, c'est le plus difficile, adapté au télétravail. C'est-à-dire que si on met les gens chez eux et qu'on leur colle des réunions Zoom toute la journée, enfin, c'est catastrophique. C'est encore pire que les réunions physiques. Donc, il faut ces trois conditions. Pour répondre à ta question,
En fait, je pense que si la pression des salariés… Les entreprises aujourd'hui, on le voit dans les statistiques, elles ont du mal à faire respecter le télétravail. Donc, il y a une demande des salariés. Et en fait, s'ils veulent revenir au bureau, c'est parce que le bureau, et je pense quand même que ça a à voir avec l'idée de liberté, c'est un peu l'arrachement à soi. C'est un peu quand même cette idée de ne pas rester chez soi, c'est cette idée de l'altérité, c'est cette idée même, pourquoi pas, du conflit. Il y a beaucoup de conflits dans les bureaux, on est en conflit avec ses managers, etc. Mais on a aussi parfois besoin un petit peu de ça. Et puis le bureau, c'est le lieu de la sociabilité. C'est là que l'on se fait des amis. Et Charles vient de publier un livre sur la rencontre, mais je t'expliquais dans L'amour augmenté, c'est selon les pays entre le premier et le deuxième lieu de rencontre pour les amoureux. Donc ce sont des dimensions de nos vies qui sont quand même absolument fondamentales. Donc là, je pense que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on est un peu astucieux, en fait, l'organisation du travail peut avoir vraiment progressé à la faveur de cette crise. Un point qui fait écho à ce que nous évoquions à propos de l'incertitude, le principe central dans la gestion de la crise depuis un an, c'est le principe de précaution, la gestion sanitaire, politique de la crise, mais aussi le comportement dans les entreprises. Que révèle-t-il des attributs et des poisons du principe de précaution? Alors, je pense que le principe de précaution, évidemment, en théorie, moi, je serais pour sa suppression parce que je considère qu'il a apporté beaucoup plus de mal que de bien, notamment en matière d'innovation, etc. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on ne pourra pas le supprimer. La vérité, c'est que moi, je pratique l'éthique de responsabilité. On peut toujours dire qu'on va supprimer le principe de précaution, mais on ne le supprimera pas. Il faudra faire une réforme de la Constitution. Enfin, on va pas. Donc, la question, c'est comment on applique le principe de précaution, la question concrète. Le principe de précaution, durant cette crise, on l'a souvent appliqué un peu à l'envers. Je prends l'exemple de l'actualité, de la suspension du vaccin AstraZeneca il y a une dizaine de jours. Donc, on a suspendu ce vaccin pendant 3 ou 4 jours. On a appliqué le principe de précaution aux effets secondaires du vaccin AstraZeneca. Mais en fait, de mon point de vue, il aurait fallu appliquer le principe de précaution à la lutte contre le virus. Et il se trouve, pour voir en ce moment beaucoup d'infectiologues, notamment dans les médias, on est bien obligé de les croiser, que la Covid-19, m'a-t-on expliqué, donne énormément de thromboses. Donc, on peut parfaitement démontrer que le risque de développer une thrombose quand on souffre de la Covid-19 est beaucoup plus important que le fait de souffrir d'une thrombose une fois qu'on est vacciné, y compris par le vaccin AstraZeneca. Donc, si j'applique le principe de précaution de façon parfaitement rationnelle, alors là, je fonce sur AstraZeneca. Enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucun problème. Donc, vous voyez que la question, au fond, est moins celle, me semble-t-il, du principe de précaution en règle générale que de son application dans certaines circonstances. Et d'ailleurs, ce principe de précaution ne nous empêche pas, moi je travaille beaucoup, comme vous savez, sur l'économie de la santé, ça ne nous empêche pas, parfois, de prendre des risques calculés, mais à très bon escient. Quand on fait des essais cliniques sur certains cancers très graves, eh bien, on propose à des patients des médicaments très innovants, dont on ne connaît pas les effets secondaires, mais dont on sait qu'ils peuvent être délétères. Et en France, on est plutôt en pointe là-dedans. On le fait quand même, parce qu'on sait très bien que l'équilibre bénéfice-risque est très en faveur des bénéfices. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Je sais qu'il y a toute cette thématique qui est très séduisante pour moi, le libéral, évidemment, il faut prendre davantage de risques, etc. J'adhère à ça. Je pense que c'est un peu difficile de convaincre nos concitoyens en leur disant « Écoutez, on a une super idée, on va prendre plus de risques maintenant. » Voilà, je pense que ce n'est pas un storytelling, pour parler en excellent français, qui peut véritablement bien fonctionner. Une notion fait débat depuis quelques mois, c'est ce qui est ou n'est pas essentiel. Alors, je ne me poserai pas la question de savoir ce qui, à vos yeux, est commerce essentiel ou commerce non essentiel. Ce n'est pas du tout ça. Mais d'après vous, ce qui demain composera l'essentiel à nos yeux, dans nos vies, par rapport aussi à nos échelles de valeur, même si c'est un mot que je manie avec beaucoup de précaution, est-ce que ça pourrait avoir changé en un an? Je pense que ça s'est clarifié. On a découvert clairement, de mois en mois, que l'essentiel ne pouvait plus être réduit à l'essentiel physiologique, alors qu'il a commencé par être défini comme ça. Et on a découvert qu'il y avait des produits culturels aussi essentiels que des produits de subsistance, et surtout le caractère essentiel des liens, des relations et des rencontres. On a découvert que c'était aussi essentiel que ce qu'on avait jugé essentiel et qu'on avait au début restreint au champ des besoins en fait, physiologiques. Et je pense qu'effectivement, la vertu de cette crise est de nous avoir fait questionner l'essentiel à travers ce débat sur les commerces essentiels et non essentiels. Je pense aussi que autant il est dur de répondre, autant le simple fait de se poser la question élève l'âme humaine.
C'est une très bonne question, quoi. Qu'est-ce qui est essentiel? Vous savez, quand on est prof de philo, parfois on s'amuse à faire que poser une question sans jamais répondre, mais on l'entend comme ça raisonner, et on l'entend raisonner différemment de jour en jour. Parfois, j'ai rendu des élèves de terminale fous, avec la même question pendant des mois, et ils croyaient que c'était une blague, presque un comique de répétition. Là, on vit un peu ça, avec le mot essentiel, mais c'est un mot qui est intéressant, et je pense que c'est vraiment une des vertus de cette crise, qu'on est tous en train de se demander, en fait, mais qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et déjà, c'est aussi pour ça peut-être qu'on sortira meilleur, parce qu'au fond, c'est une question qu'on ne se pose pas quand le quotidien ronronne. En fait, c'est une question qu'on ne se pose pas hors temps de crise, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est aussi valable au plan de la vie psychique de l'individu. Quand vous avez un individu qui va bien, qui n'est pas en crise, quoi, qui n'est pas trop angoissé, qui n'est pas en dépression, pour être clair, il ne se demande pas ce qui est essentiel, au fond. Et puis parfois, souvent en milieu de vie à peu près, ce qu'on appelle la dépression de milieu de vie, une dépression qui est non causée. En général, une fois sur deux, elle est non causée. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de licenciement, il n'y a même pas de deuil. Tout va bien, et puis boum, dépression. Alors pourquoi? Parce que, comme l'a dit Jacques Lacan dans un séminaire, l'éthique de la psychanalyse, on a cédé sur l'essentiel. Mais on ne le savait pas. On ne savait pas que l'essentiel était là, et c'est au moment où je cède dessus que je l'identifie. Comme quoi, il faut parfois trahir son désir le plus profond pour l'identifier enfin. Et du coup, c'est peut-être ce qui nous est arrivé en tant que civilisation. C'est-à-dire qu'on avait trahi l'essentiel, au fond, avec des vies autocentrées, égoïstes, individualistes, sans prise de conscience des liens qui, au plan mondial, d'ailleurs, nous unissent, on s'en rend compte maintenant. Et on avait perdu de vue cet essentiel. Et peut-être cette crise-là nous oblige à le voir, au fond. Petite question, et après on viendra à deux autres thèmes avant que les étudiants vous posent justement des questions. Dans vos vies personnelles, je vous pose une question très intime. Dans vos vies personnelles, ce qui est essentiel a-t-il évolué? C'est-à-dire que ce qui était essentiel à vos yeux il y a un an, a-t-il évolué? Est-ce que ce qui est... Voilà, tout simplement. À titre personnel, à non. titre personnel. Non, mais je l'ai vu plus clairement, en réalité. Mais bon, c'est un problème de riche. Hein. Mais moi, j'ai toujours aimé beaucoup voyager, pour des raisons d'ailleurs que Charles Pépin explique très bien dans ses livres. C'est-à-dire que j'ai toujours ressenti le besoin de m'extraire de moi, voilà, de changer d'identité d'une certaine façon. Et un voyage, comme un grand livre, en fait, nous fait changer. Enfin, de mon point de vue, je trouve que c'est ça l'intérêt. Une grande œuvre littéraire, elle nous fait bifurquer. Et un voyage, moi, les voyages me font changer. Et à titre personnel, je vis très mal. Vraiment, je vis très mal cette crise. Et je vis très mal le fait d'être chez moi, alors même que je vis avec des enfants que j'adore, une femme que j'adore. Donc, ce n'est pas le sujet, mais j'ai envie de voyager avec eux. Mais je ressens vraiment cet enfermement comme un rétrécissement de la vie. Et ça, j'en avais seulement l'intuition avant. Mais là, c'est vraiment quelque chose que je ressens fortement en moi, ouais, que j'éprouve vraiment. Une question sur la solidarité. On vit une pandémie planétaire, le mode de contamination est identique, les mesures de restriction globalement sont uniformes, l'humanité est liée par un même danger, un même mal. Est-ce que cela peut nous rendre demain davantage conscients des autres et réveiller ou éveiller au fond de nous la nécessité de solidarité? J'ai l'impression que la question m'est adressée. Non, parce que je n'avais pas répondu sur ce que ça a changé dans Alors, la allez-y, Parce qu'on veut savoir. Allez-y, ouais. Non, mais justement, Allez-y, je pense à ça parce que les deux sont liés. Ouais. Je savais intellectuellement que beaucoup de ceux qui rendent notre monde commun possible sont ceux qui sont les moins reconnus socialement et les moins bien payés. Je le savais, c'était une donnée que je n'ignorais pas. Des éboueurs, par exemple, tout simplement, mais aussi des infirmiers, des infirmières, du personnel soignant, des gens qui vont s'occuper des personnes âgées. Je le savais, j'en étais conscient, mais là, quand même, pendant cette crise, je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais de ce savoir, en fait? Donc voilà, ça m'a invité à m'engager quand même pour la défense de certains métiers, et je me suis dit, voilà, je me suis retrouvé un peu con, en fait, notamment lors du premier confinement, à applaudir de mon balcon des soignants, alors que leur manifestation quelques mois auparavant n'avait pas plus dérangé mes journées que ça. Du coup, on arrive à la question de la solidarité. Voilà, je pense qu'il y a des liens comme ça. Et vous savez, la solidarité, ça peut s'éclairer de ce que Aristote appelait la philia. Aristote disait qu'il y a 3 grandes qualités qui vont se développer quand on est ensemble dans une démocratie. Il y a la raison, le discours, ça c'est le logos, et puis il y a la philia,
l'affect, quoi. Ça va donner soit la fraternité politique, soit la solidarité moderne. Et en fait, Aristote disait, mais le truc, c'est pas, ça doit s'entretenir. On ne peut pas être solidaire en allant voter une fois tous les 5 ans et en étant le reste du temps concentré sur son boulot en entreprise, vous voyez. Parce que, en fait, pour développer cette part de soi, il faut une pratique quotidienne. Il faut que tous les jours, on en parle, que tous les jours, on délibère. Et bref, qu'on soit ensemble tous les jours. Il se trouve que dans notre monde moderne, le lieu où on est ensemble, c'est plus l'agora, c'est le travail, c'est le monde du travail. Et tant mieux, parce que c'est un lieu où on est vraiment ensemble. Mais là, on a été séparés les uns les autres, et on s'est retrouvés chez soi, en télétravail. Donc ça a rendu paradoxalement plus difficile d'éprouver ces liens qui nous unissent, liens de solidarité, qui doivent être entretenus dans l'effectivité, alors même qu'on était plus conscient de la nécessité de cette solidarité. Bref, réponse de Normand, ça ne va pas être gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre pour le traduire en acte. Il ne suffit pas de le savoir pour en tirer les conséquences. La preuve, moi-même, je savais que plein de gens étaient le nerf, au fond, de notre vie sociale et de notre tissu économique. Et finalement, même si je le savais, je n'agissais pas en conséquence. Et donc, il aura fallu cette crise pour que je change un tout petit peu. Si je pars de mon simple exemple, voilà, je peux espérer plus de solidarité, mais comme tout à l'heure, je le disais, il y a une contre-force aussi, qui est le retour à de l'égoïsme, le retour à une vie auto-centrée. Et je ne sais évidemment pas, au sein de cette guerre des forces, laquelle va l'emporter. Alors, ce qui fait écho à la solidarité, c'est la fragilité, la vulnérabilité. Et dans la rencontre, un chapitre est consacré au trésor de la fragilité, plus encore de la vulnérabilité, justement, avec en toile de fond la rencontre au départ très improbable, même impossible, entre Benoît XVI et Georges Mario Bergoglio, son successeur. La crise, selon vous, aura-t-elle fait durablement grandir notre considération pour la fragilité, celle des hommes, bien sûr, celle des plus exposés, celle des entreprises également? Est-ce qu'on va justement demain regarder la fragilité avec des yeux un petit peu différents? Vous savez, j'aimerais bien répondre que oui, mais qu'est-ce qu'on a vu quand il faisait 0 degré là, à Paris, en l'occurrence? Il y avait des SDF dans la rue. Et en fait, en même temps, je ne sais pas si vous avez été frappé par ce contraste, il y avait des immeubles entiers d'entreprises vides dans Paris. Parfois, des immeubles où il y a 3000 places, 3000, il y a 12 étages de bureaux. Je ne cite pas d'entreprise, mais on imagine. Et en même temps, donc, ces immeubles étaient vides. Les gens étaient chez eux en télétravail. Ils étaient vides la journée, vides la nuit, avec des canapés, avec des salles de réunion, c'était chauffé en plus, avec de l'électricité. Et il y avait des gens qui parfois mouraient de froid dans la rue. Donc ça ne rend pas très optimiste. Je veux dire, comment est-il possible qu'alors qu'il y a eu cette crise, alors que ça a été une annonce importante du du candidat Macron, qu'il n'y ait plus aucun SDF dans Paris, alors qu'on s'est retrouvé avec des bureaux vides et chauffés, comment est-il possible que personne n'ait eu l'idée, soit le dirigeant de cette entreprise, soit peut-être la municipalité, la ville de Paris, peut-être de proposer qu'on règle ainsi le problème? C'est un seul exemple. Je pourrais en prendre plein. Je ne sais plus quelle était votre question, mais c'est ma réponse. Je veux savoir si justement notre considération pour les plus fragiles, pour oui, les voilà. plus vulnérables, pourrait évoluer. Et la question d'ailleurs je pose également à Nicolas, dans l'entreprise, est-ce que le corps social va peut-être prendre mieux conscience, le management va-t-il en prendre mieux conscience? Objectivement, parce qu'on n'est pas là pour rêver. Objectivement, oui. En tout cas, moi, je pense que la question sociale, ce sera l'une des questions majeures de ces prochaines années. Ce sera, je pense, l'une des questions majeures de la campagne présidentielle de 2022. Et ça a été déjà une question importante de la campagne présidentielle aux États-Unis. D'ailleurs, vous savez que dans le plan Biden, qui est un plan extraordinairement ambitieux et important, il y a un volet extrêmement important de lutte contre la pauvreté. Mais vraiment quelque chose qui est extrêmement important, hein, qui pérennise des aides, qui pérennise des assurances chômage, qui aide vraiment les Américains les plus touchés par cette crise. Donc là encore, je pense qu'on peut être relativement confiant, et ça va faire le lien d'ailleurs avec ce qu'évoquait Charles il y a quelques instants. Moi, je me suis beaucoup... je reviens sur les premières lignes, mais ça va me permettre de répondre à votre question. Oui, bien sûr, les caissières de super... Alors, je dis les caissières, alors maintenant, je fais attention, ce n'est pas du sexisme, parce que statistiquement, ce sont très souvent des femmes, à temps partiel d'ailleurs, très souvent. Donc, mais les caissières, les infirmières, tout ça, ce sont des métiers, en effet, sans lesquels la société ne tient pas, et ce sont des métiers qui sont peu payés, très clairement. Caissières de supermarché, vous en avez plein qui sont sous le seuil de pauvreté, hein, parce qu'elles sont au SMIC, mais elles ne travaillent pas 39 heures par semaine, même pas 35 heures par semaine. Mais la question,
que moi je me pose en tant qu'économiste, qui est une question difficile. Ce n'est pas la question morale. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est pas bien? Oui, c'est injuste, c'est pas bien. La question que je me pose, c'est comment je fais pour faire en sorte qu'elle soit mieux rémunérée. Alors même que j'ai une contrainte, c'est que au bas de mon bureau, au métro Sentier, j'ai un Franprix qui vend un poulet rôti avec des pommes de terre. Il le vend 3 €. Il y a plein de gens qui l'achètent. Et donc, dans ces 3 €, il y a la rémunération de l'agriculteur, le conditionnement, tout ce que vous pouvez imaginer, et il y a le salaire de la caissière. Donc, comment, et le problème du consommateur, c'est que si je lui mets le poulet à 4 €, d'après ce qu'on m'explique, il achète moins ce poulet. Donc, je dois le laisser à 3 €, 3,5 €. Et donc, comment, là-dedans, je fais augmenter le salaire de la caissière? Sachant d'ailleurs qu'on pourrait toujours dire, nos amis de la France Insoumise diraient c'est simple, il faut supprimer les dividendes, mais en l'occurrence, si vous allez chez Leclerc ou Systémus, c'est des coopératives, il n'y a pas de dividendes. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est plus compliqué que ça. Et là, je pense que là, c'est un sujet qu'on doit investir. Mais c'est presque un sujet technique. Vous voyez, enfin, moi, j'aborde de façon technique. Comment je fais de l'actionnariat salarié? Si j'augmente le SMIC, OK, je peux augmenter le SMIC, mais je sais aussi que si j'augmente le SMIC, ça fait du chômage. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est satisfaisant. Je peux faire des primes, enfin, je ne vais pas ouvrir ce débat-là. Mais vous voyez, c'est un sujet technique. Mais moi, en tout cas, je veux le mettre sur la table parce que je pense que c'est absolument essentiel. Et ces gens-là, ça fait 1 an qu'on leur dit « Vous êtes des gens formidables, la société, elle tient grâce à vous ». Mais en même temps, on n'a pas trouvé pour l'instant les moyens de faire augmenter la rémunération. On va passer les questions. Oui, je suis trop long, du pardon. panel. Non, absolument pas. Ce que vous dites là aussi pose une question qui est fondamentale. La réponse est-elle libérale ou la réponse vient-elle de l'État? Ouais, bon, c'est les deux. Enfin, c'est les deux. Mais quand même, justement, pas dogmatique. c'est vrai que l'exemple américain nous fait réfléchir. Bah oui. Est-ce que nous, on va réagir comme ça? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va proposer en France une politique, en gros, une politique de gauche classique, si on résume, une politique de travaux publics, de dépenses publiques, incroyablement audacieuse. Et puis, personne n'y croyait. Enfin, c'est un truc qui est arrivé. Mais Macron n'a-t-il pas fait une politique de gauche depuis 1 an? Non, mais je pense que la politique. C'est pour rebondir sur ce qu'évoquait Charles. Non, mais je pense que la politique qu'il a fait. Moi, je ne suis pas de gauche et j'ai soutenu cette politique, si vous voulez, parce que je pense que. Elle est très bonne. Pas la politique sanitaire, hein, mais la politique économique. Je pense que ce que fait Bruno Le Maire depuis 1 an est tout à fait remarquable intellectuellement. En plus, c'est très bien exécuté. L'idée qui consiste à dire il faut soutenir au maximum les entreprises et les gens, c'est une idée qui est juste, mais qui en plus est efficace du point de vue économique, parce qu'on a besoin de tout le monde au moment de la reprise. Donc, alors, je dis pas ça, c'est pas du tout pour faire, si vous voulez, de la gymnastique intellectuelle. Mais je pense que, enfin, même moi, en tant que libéral, je soutiens à fond cette politique parce qu'il me semble que c'est une politique intelligente, tout simplement. Et le plan de relance Biden, j'aimerais que l'Europe mette en place le même plan de relance. Ce n'est pas une question idéologique, c'est simplement le fait que la crise qu'on traverse, elle est gravissime. Et donc, je veux un plan de relance qui soit à la hauteur de la gravité de la crise qu'on traverse. Mais tu te définis néanmoins comme libéral. Oui, tout à fait. En acceptant le plan de relance. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je vais maintenant inviter donc, nos 4 étudiants à rejoindre le débat et à vous poser à chacun d'entre vous justement une question. Je les présente, il s'agit de Zoé de Sainte-Croix qui étudie en Master 1 de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alice Legrand est en 2e année de l'école d'ingénieurs Submeca en alternance chez Ariane Espace. Côme Chabat est en 2e année de management à Warwick University. Enfin, Justine Saint-Georges est en 3e année de double diplôme de droit management à l'IESEG et à la faculté catholique de Lille. Je leur laisse la parole. Alors déjà, merci beaucoup. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Monsieur Pépin, j'ai une question pour vous. Donc, vous avez récemment sorti le livre « La rencontre » dans lequel vous insistez sur l'importance des rencontres dans la construction de soi-même et dans la découverte du monde. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi pendant cette année de confinement et de restriction. C'était vraiment ce sentiment d'enfermement sur moi-même et de coupure dans mon propre monde. Alors, selon vous, quand on sortira de cette crise, comment est-ce qu'on va pouvoir réapprendre à se rencontrer et à s'ouvrir aux autres à propos? Merci pour cette jolie question. Déjà, plus vous rencontrez maintenant des livres, des œuvres, des musiciens, des parties de vous-même que ces œuvres d'art révèlent, plus vous vous préparez à rencontrer de nouveau dans la vraie vie des vrais humains. Ça, c'est une chose. Et puis après, je voudrais aussi vous rassurer sur le fait la vraie vie est rencontre. C'est une phrase de Martin Buber que je développe dans mon livre. Mais attention,
c'est une vie au cœur de laquelle, en rencontrant les autres et d'autres visions du monde, on s'ouvre à d'autres parties de soi. Mais dans le texte d'une vie, qui est faite de rencontres, donc, il est bon quand même qu'il y ait des parenthèses d'introspection, de retour à soi. Donc, ce n'est pas uniquement négatif d'être privé de rencontres, même si c'est extrêmement douloureux. Et autrement, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est naturel chez l'animal humain, donc il n'y a rien à apprendre, il n'y a pas tellement de méthodes. L'essentiel, peut-être, c'est de toujours être curieux de la différence de l'autre, très curieux de sa singularité. Et peut-être aussi, un petit conseil, c'est de développer son intérêt pour les autres au double sens du mot intérêt. Et je pense que ça pourrait plaire aux libéral. C'est-à-dire, nous, on est habitués dans une certaine culture française un peu moralisatrice, voire chrétienne, de dire c'est pas bien d'être intéressé dans une relation, de vouloir en retirer quelque chose. Il faudrait être purement intéressé par l'autre sans vouloir en faire quelque chose. Je vous propose de dépasser cette opposition et quand vous pourrez de nouveau rencontrer plein de gens, encore une fois grâce au vaccin, merci la médecine, merci la science, eh bien, essayez de mélanger les deux intérêts, de vous intéresser à l'autre en tant qu'autre, pure curiosité pour la différence, pour la singularité, et en même temps de vous intéresser à ce que vous pouvez en retirer, quel miel vous pouvez faire de cette rencontre. Voilà mon petit conseil pour le retour de la vraie vie. Merci. Alors, question suivante. Bonjour, merci également de nous recevoir. Donc moi, ma question, c'était pour l'introduire un peu que pendant le confinement et du coup le non-accès à l'assouvissement immédiat de mes besoins et envies auxquels j'avais jamais été habituée, j'ai pu me recentrer sur moi et pour la première fois, j'ai pu m'ennuyer vraiment. Et en fait, cet ennui, je m'en suis rendu compte, c'est quelque chose que j'ai toujours considéré comme hyper négatif et que j'ai voulu écarter parce que voilà, j'avais trouvé d'autres manières de me divertir et de me solliciter mon esprit et donc d'écarter cet ennui. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu me remettre à faire de la musique. Enfin, j'en ai toujours fait, mais me mettre à composer, à écrire mes propres chansons et à y consacrer vraiment du temps par-dessus le reste. Et du coup, je me suis rendu compte que ce processus créatif m'a rendue pleinement heureuse. Et du coup, je me pose la question, donc comment après cette crise, je vais pouvoir retourner à mon quotidien sans oublier de m'ennuyer et comme ça de pouvoir pousser ma créativité. Les vertus de l'ennui. Alors, vous savez, c'est très belle. C'est moins une question qu'une proposition. Hein. Une vie humaine, c'est ça. Hein, c'est une alternance de phases comme ça, de socialisation. On s'exprime, on s'extériorise, et de phases où la créativité autocentrée, et enfin la créativité dans l'introspection. Et vous savez, ce qu'on peut dire aussi, c'est que grâce à ce moment que le confinement vous a offert pour être plus créatif et faire vos chansons, vous pourrez mieux rencontrer les gens après. Vous aurez, en fait, en nourrissant cette vie intérieure, vous serez mieux armé pour retourner dans le monde extérieur. Et d'ailleurs, c'est aussi la réponse à la question d'avant. Hein. Plus vous élargissez votre intériorité, plus vous serez à l'aise dans le monde de l'extériorité. Donc voilà, c'est bien de s'ennuyer. Et d'ailleurs, souvent, quand on s'ennuie et qu'on accepte d'endurer un peu d'ennui, finalement, on arrive à des vraies questions. On arrive à peut-être un peu de lumière sur soi aussi. Nicolas, l'ennui fait partie de votre vie? Je n'ai pas l'impression. Vous connaissez votre hyperactivité. Non, depuis un an, un peu. Hein. C'est vrai. Moi, je suis exactement de la même façon. Je ne m'étais jamais ennuyé. Et j'éprouve... Non, il m'arrive d'éprouver de l'ennui, mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire. Parce que la période... Pour nous qui avons des professions intellectuelles, la période est quand même d'une certaine façon extraordinaire. Parce que là, on a un état du monde qu'on n'aurait jamais... imaginer avoir devant nous. Donc, je pense qu'on peut trouver toujours des motifs de stimulation intellectuelle extrêmement puissants. Ça fait 10 ans que je travaille sur les innovations médicales. Là, il y a comme je vous disais tout à l'heure, il y a une accélération extraordinaire des innovations médicales. Et ça me passionne. Enfin, je veux dire, la question des vaccins, le fait qu'en un an, Charles le disait tout à l'heure, mais je voudrais insister là-dessus quand même, on ne connaissait pas ce virus il y a 18 mois. En un an, on a mis en place des vaccins qui sont d'une efficacité redoutable, qui ont peu d'effets secondaires à court terme. À long terme, par définition, on verra plus tard, on est assez confiant, mais des vaccins extrêmement innovants. On a déjà vacciné, tenez-vous bien quand même, parce qu'on critique beaucoup notre civilisation. Vous savez combien de personnes ont été vaccinées dans le monde? 1 demi-milliard. 500 millions de personnes ont déjà été vaccinées. Et on est en train d'accélérer. Donc, vous voyez,
voilà, je trouve que ce qui se passe est absolument extraordinaire, fascinant. Et la question qui m'obsède et qui permet de ne pas m'ennuyer, parce que j'y réfléchis beaucoup, mais c'est celle que vous posez au fond depuis le début, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que, à partir de ça, on fait quelque chose de mieux pour l'humanité. Question suivante. Bonjour, merci beaucoup pour cet échange hyper positif et qui donne plein d'espoir à notre génération qui se sent parfois un peu frustrée par la situation, mais qui reprend espoir avec votre échange. Monsieur Pépin, votre livre Les vertus de l'échec m'a donné l'impression que vous poussiez à la prise de risque pour pouvoir s'améliorer. Et dans un autre livre, vous abordez la confiance en soi et comment celle-ci passe forcément par les autres. Comment, en tant qu'étudiants confinés, pouvons-nous prendre confiance en nous sans le contact direct avec nos pairs? Et surtout, comment pouvons-nous apprendre de nos échecs si les possibilités d'expérimentation sont réduites et le principe de précaution à la mode? Oui, le principe de précaution peut être un peu dangereux s'il est excessif. Vous savez, la confiance qu'on prend en les autres, elle n'est pas nécessairement celle qu'on prend dans des rencontres effectives avec les autres. Ça peut être dans un paysage, ça peut être dans une chanson, ça peut être dans un échange avec quelqu'un au téléphone. La voix, c'est très riche, la voix de quelqu'un. Je raconte dans mon livre, le dernier, que la manière dont Christian Bobin a rencontré Pierre Soulages par sa voix au téléphone. Donc, il y a plein de façons d'aller chercher la confiance hors de soi, même dans ce temps de vie sociale rétrécie. Donc ça, je dirais que ça ne me paraît pas le problème majeur. On peut quand même aller chercher hors de soi la confiance, notamment, il y a plein de gens, pendant ce confinement, qui se sont mis à une pratique sportive sur Internet, qui se sont mis à apprendre l'espagnol avec une appli, qui se sont mis à faire des exercices de respiration avec une appli, à faire du yoga. Et au fond, ils ont trouvé la confiance comme ça, grâce aussi à la technologie, parce que la technologie nous offre comme possibilité de nouveaux liens. Donc là, je pense qu'en gros, ça va. En revanche, l'autre dimension de la question, vous avez raison, c'est vraiment plus dur. C'est-à-dire que si l'audace, c'est de prendre le risque d'échouer, si on comprend en effet que dans ce risque pris, il y a cette espèce d'investissement comme ça, à l'extérieur de chez soi, quoi, dans une action, et effectivement, si cette marge d'action est entravée par une série de mesures, par ailleurs légitimes évidemment, de confinement ou de couvre-feu, là, je comprends mieux votre question. C'est difficile, voilà. Et heureusement, on va en sortir. Vous avez pris votre mal en patience. Vous allez pouvoir maintenant échouer plus radicalement au moment où la vraie vie reviendra. Et en échouant véritablement, peut-être vous aurez ce sentiment d'une vraie vie. Il y a plein d'étudiants, vous savez, qui préparent des concours, là. Ma fille, par exemple, prépare le concours de Normal, qui est dans 15 jours. Plein de gens préparent des écoles de commerce. Et là, avec l'annonce d'Emmanuel Macron ce soir, au fond, il y a un risque d'annulation de certaines épreuves, surtout celles qui sont dans 15 jours. Et vous comprenez, tous ces étudiants, ils ont envie d'en découdre. Et là, c'est bien le résumé de notre échange. En fait, ce qu'ils veulent vraiment, c'est y aller, quoi. Se planter ou réussir, c'est presque secondaire. Ce qu'il faut, c'est que la vie me permette d'y aller. Voilà, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et effectivement, je vous comprends. C'était vraiment dur. Ça a été dur, ça a été long. Heureusement, on voit un peu la lumière au bout du tunnel, quoi. Nicolas, la confiance, l'échec, la manière dont les entreprises ont cultivé la notion de confiance, la relation de confiance avec leurs salariés ou leurs clients ou leurs fournisseurs, la manière dont elles cultivent aussi la capacité, l'autorisation de se mettre en échec, ça va déterminer quelque part la manière dont certaines entreprises vont mieux sortir que d'autres de la crise. Oui, mais c'était déjà le cas avant. De ce point de vue-là, la crise, à mon avis, n'a pas... Alors, vous voyez, autant il y a des domaines dans lesquels je suis assez confiant, mais je trouve que pour l'instant, en termes de management, les entreprises n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'était passé, mais parce que le management est quelque chose de très inerte, au fond, et qui ne peut pas changer radicalement comme ça à cause d'une crise. La confiance, j'avais consacré un petit livre il y a quelques années avec Juliette Funès, la confiance est malheureusement assez peu présente dans les entreprises, où on a des modes de management qui sont extrêmement codifiés, qui sont extrêmement normés, bureaucratisés. Et en fait, la crise, je dirais qu'elle a plutôt creusé l'écart entre les entreprises qui fonctionnent sur la confiance et les entreprises qui, au contraire, ont accentué les contrôles, la bureaucratie, les normes. Donc, de ce que je vois, je ne vois pas de changement radical. Je vois plutôt que les postures, enfin, les entreprises
craintifs se sont encore Ouais. plus crispés, alors que les autres, en effet, tirent les bénéfices de ce qui est en train de se passer. Moi, je crois qu'il y a 3 choses importantes en termes de management, mais c'était vrai avant, c'est encore plus vrai en ce moment, bien évidemment. C'est la question de la confiance, c'est très clair. Charles Pépin y a consacré un livre, à mon avis, mais fondamental, et même plus que ça, dont on s'était d'ailleurs beaucoup inspiré. La question du sens. Il faut quand même que les gens, enfin, il faut quand même que les managers et les chefs d'entreprise expliquent à leurs collaborateurs pourquoi ils travaillent. Critique beaucoup Elon Musk, mais moi, j'adore Elon Musk. Je suis fan. Je veux faire une colonie humaine sur Mars. On peut ne pas partager ça, auquel cas il faut aller travailler ailleurs. Mais en termes de sens, aller sur Mars, ça a du sens. Voilà. Et puis, En tout cas, c'est une proposition. la question, on peut ne pas y adhérer, Ouais. mais je veux dire, c'est un projet. Et puis la question de l'autorité, qui est très importante aussi. L'autorité, c'est l'inverse de l'autoritarisme. L'autorité, c'est tirer les gens vers le haut. Et en fait, dans nos sociétés, d'une certaine façon, il y a une demande d'autorité. Mais de la bonne autorité, justement, le bon manager, c'est celui qui est une ressource. Le mauvais manager, c'est celui qui contraint. Le bon manager, c'est celui qui est une ressource, donc qui fait preuve d'autorité au sens noble du terme. Et c'est absolument nécessaire dans une entreprise parce que la démagogie, notamment la démagogie managériale, mais on retrouve ça aussi aujourd'hui dans nos démocraties avec la prolifération des comités, des conventions citoyennes, etc. Vous avez une démagogie de l'horizontalité qui consiste à dire, mais dans une entreprise, au fond, il n'y a pas besoin de patron, pas besoin de manager, etc. Bon, c'était les théories de l'entreprise libérée qui ont d'ailleurs disparu, d'ailleurs, parce que les entreprises libérées ont disparu, d'ailleurs, en règle générale. Et en réalité, non. Ce qui est compliqué dans une entreprise, c'est que malheureusement, c'est une organisation et donc il faut une verticalité. C'est ça qui est compliqué. C'est assumer une verticalité en laissant de l'autonomie et de la capacité d'initiative. Si on n'avait pas et en faisant confiance. Et en faisant confiance. Si on avait, mais c'est à ça que sert la confiance, d'ailleurs, sans doute. Si on n'avait pas besoin d'autorité, ce serait formidable. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Une organisation, c'est d'une façon ou d'une autre, nécessairement une verticalité. Et la confiance est sans doute le meilleur mode de management possible. Mais la confiance, comme l'explique Charles, ça demande, c'est un acte en soi. C'est-à-dire que faire confiance, c'est un acte en soi. Et puis quand même, la route est longue, parce que la plupart du temps, je dirais dans 90% des cas, si vous expliquez en entreprise qu'il faut faire confiance, que la confiance est une façon de donner de la liberté, de donner de la responsabilité, de donner de l'élan, de donner de la vie, on va vous dire oui, bien sûr, mais quand même, n'est-ce pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah oui, bien sûr. Presque automatiquement. Tout à fait. Or, en vérité, si. Bien sûr. Bien sûr que si. Bien sûr. La confiance, elle exclut complètement le contrôle. Bien sûr. C'est-à-dire que dans l'instant où je te fais confiance, dans cet instant, après on verra, dans cet instant, je te fais une confiance aveugle. Oui. Aveugle, il n'y a pas de demi-confiance. Sans condition. Sans condition. Tout à fait inconditionnel et aveugle, c'est-à-dire que je ne veux pas contrôler. Et c'est pour ça que tu vas te sentir libéré. Parce que tu vas te sentir investi d'une mission dont tu ne pourrais pas te sentir investi si je te contrôle dès demain matin. En revanche, soyons responsables, tu parlais d'éthique de responsabilité, il est clair que dans une organisation, il faut qu'il y ait des processus de contrôle, des instances de contrôle, mais en laissant du temps. C'est-à-dire, en gros, dans l'instant de la confiance exclut totalement le contrôle. Après, on peut tout à fait dire, voilà, il y aura un contrôle des résultats de cette confiance que je t'ai donnée, je ne sais pas, dans 1 an, par exemple. C'est comme par rapport à des élèves ou des enfants qu'on fait travailler. Si on les suit tous les jours et qu'on contrôle les devoirs chaque jour, au fond, on bride la liberté, l'initiative, la créativité, le désir aussi. Mais en revanche, ce serait irresponsable si son enfant est menacé de se faire virer, de ne pas contrôler ses résultats toutes les semaines ou tous les mois. Mais donc voilà, c'est très important. Et on voit comme ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, en fait, il y a une radicalisation par cette crise des postures d'avant. Ceux qui étaient déjà obsédés de contrôle, c'est encore pire, et ceux qui avaient envie comme ça de faire confiance, je dirais mettre en confiance et aussi faire confiance, 2 choses différentes. Mettre en confiance, c'est sécuriser, envelopper. Faire confiance, c'est confier des missions. Ceux-là, ils ont encore plus envie de le faire. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être toutes les crises sont différentes, mais il y a peut-être des invariants. Et peut-être dans les invariants, il y a ça. C'est qu'une crise radicalise les différences, en fait. Les différences de vision, les différences de manière d'exister, de manière d'être relié, quoi. Peut-être. Passionnant. 4e intervention. Et bonjour à tous. J'avais une question pour Monsieur Bouzou.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire qui force les entreprises à s'adapter, dans un contexte qui laisse présager une évolution importante du salariat, avec une spécialisation des métiers, une adaptation technologique, est-ce que vous pensez que cette évolution sera mieux pour tous et pas seulement pour les professions intellectuelles? Est-ce qu'il y aura des laissés pour compte de la digitalisation et si oui, comment l'éviter? Alors ça, alors pareil, c'est l'un des sujets qui préexistait à la crise et qui est rendu plus intensifié par la crise. On était déjà dans un contexte d'innovation technologique de plus en plus importante. Hein, c'est ce qu'on appelle les technologies de la troisième révolution industrielle. Donc c'est le numérique, les robots, l'intelligence artificielle, les biotech, les imprimantes 3D. En fait, ce que l'on voit, c'est que cette révolution technologique, comme les précédentes d'ailleurs, elle ne détruit pas d'emplois, mais elle déplace l'emploi, elle supprime des métiers, elle crée de nouveaux métiers, mais surtout, elle change le mode de fonctionnement des métiers. En fait, c'est surtout ça. Et donc là, ça demande, oui, des changements de la part des entreprises, des changements managériaux, mais des changements aussi de la part des salariés qui doivent se former, qui doivent faire les choses différemment. Ce que nous dit l'analyse économique et ce que nous dit l'histoire économique d'ailleurs, hein, c'est que si on fait ça, si la formation professionnelle évolue, si chacun s'adapte, tout va bien se passer. Bon, mais ça, évidemment, entre la théorie et la réalité, il ne se passe pas la même chose parce que tout le monde ne peut pas évoluer, parce que c'est difficile, parce que les systèmes de formation, même s'ils fonctionnent de mieux en mieux en France, ils ne fonctionnent pas encore de la façon dont ils devraient fonctionner. Le management a du mal à s'adapter. Donc oui, bien évidemment, il y aura forcément des laissés pour compte, mais je suis optimiste à partir du moment, enfin confiant à partir du moment où on comprend quelque chose. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne crois pas à une spécialisation des métiers, en fait. Je crois que ce à quoi nous pousse la technologie, c'est d'être à la fois des spécialistes et des généralistes. Je m'explique. Tiens, je vais prendre un exemple très concret, là encore, qui est dans l'actualité. Prenez les infirmières. Les infirmières, elles utilisent de plus en plus de technologies. Et en plus, on les fait participer de plus en plus, par exemple, à des opérations chirurgicales. Donc là, ça demande un savoir technique qui est de plus en plus pointu. Mais en même temps, comme c'est un métier de relations humaines, il faut savoir faire énormément de choses. Il faut être capable de répondre à des problématiques, mais qui sont des problématiques extrêmement différentes. Et donc là, vous voyez qu'il y a les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois un technicien et en même temps un généraliste avec une capacité d'empathie qui est importante. Au fond, si je veux vraiment caricaturer, je dirais que c'est la technologie qui sait se spécialiser. Et elle saura toujours se spécialiser mieux que nous. Nous, il faut qu'on soit capable d'utiliser la technologie, mais en même temps, l'avenir du travail, c'est de mettre encore plus d'humanité en réalité dans le travail. Je vais vous donner encore un exemple très rapide. C'est une anecdote que j'ai souvent racontée, je suis désolé, mais je vais un jour dans un magasin de bricolage pour acheter du carrelage. Puis j'arrive, il n'y avait pas de caddie. J'arrive, je demande au vigile, est-ce que je peux trouver un caddie? Il me dit, non, il n'y a pas de caddie parce qu'on nous en a volé, donc du coup, on a enfermé les caddies. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un caddie? Il me dit non, parce que moi, je m'occupe de la sécurité. Allez voir à l'intérieur. Donc, je vais à l'intérieur, je vais à l'accueil. Est-ce que vous pourriez me trouver un caddie? Non, parce que je m'occupe de l'accueil. Vous allez voir, hein, c'est mécanique. Hein, donc, je vais voir, il y avait une caisse qui était vide. Est-ce que vous pourriez me trouver un caddie? Non, je m'occupe de la caisse, etc. Et je vais ensuite au service après-vente. Je leur demande un caddie en désespoir de cause. Ils me disent, on n'a pas de caddie. Et là, en fait, la personne me dit quelque chose qui vraiment m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a dit, en fait, on ne peut pas vous trouver de caddie parce qu'il n'y a pas de responsable des caddies. Et en fait, c'est très intéressant parce que, évidemment, le problème de cette entreprise n'est pas du tout qu'il n'y ait pas de responsable des caddies. Le problème de cette entreprise est qu'on n'ait pas dit aux gens, évidemment, vous êtes parfaitement fondé à sortir de votre tâche pour non pas seulement trouver un caddie, mais résoudre en réalité n'importe quel problème. Vous voyez? Parce que la sécurité, un robot peut l'assurer. Hein. On peut avoir une caisse automatique. Hein. Vous voyez, donc tous ces métiers-là, toutes ces tâches-là, elles peuvent être mécanisées. Mais par contre, le fait de répondre à une problématique qui était celle d'un, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ça, il n'y a qu'un humain qui est suffisamment généraliste pour faire ça. Et donc, je pense que quand on réfléchit, par exemple, à nos systèmes de formation, y compris d'ailleurs à l'école primaire, hein, il faut qu'on ait vraiment en ligne de mire le fait que nos enfants, il faut leur donner les outils cognitifs qui vont leur permettre d'être des généralistes.
Donc, un seul conseil aux jeunes, enfin 2 conseils, apprenez un métier, soyez des spécialistes, mais soyez aussi des généralistes. Et Charles, Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Hein, mais... Justement, je trouve ça passionnant. Ouais. C'est quoi la marque de bricolage? C'était Laurent Merlin en l'occurrence, mais bon, mais... en tant que Je suis philosophe, très touché. justement. En fait, je pense ça. Et avant de prendre ta question, en tant que prof, je n'ai eu de cesse de dire ça pendant 20 ans. C'est-à-dire des élèves qui sont obsédés par une technicité, on n'a pas fait toutes les notions, qui veulent être de meilleurs spécialistes. Et je leur dis, d'accord, mais là, pour réussir le bac, pour réussir tel concours, Sciences Po, ce que vous voulez, en fait, on vous demande d'être un peu spécialiste, mais pour l'essentiel, on vous demande d'être généraliste, hein, d'avoir de l'intuition, de passer d'une idée à l'autre, de faire une belle transition, au fond, d'être humain, quoi. Et la machine, ça va vers la spécialisation, et l'humain, c'est celui qui ne se spécialise pas. Et ça me rappelle d'ailleurs un point, je trouve ça important de le dire, Oui. parce que tout à l'heure, on est passé rapide, sur le darwinisme. Darwin dit pas simplement que c'est ceux qui s'adaptent qui survivent, mais c'est ceux qui s'entraident. Et c'est Darwin qui dit ça. Et ça serait bien qu'on s'en souvienne au moment où on va chercher le darwinisme au plein cœur de la crise. Exactement. On ne peut pas réduire darwinisme, Non. darwinisme social, Absolument. et heureusement. Charles, justement, cette bascule en un an définitive dans le capitalisme numérique, dans l'ère numérique, comment vous l'observez? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Quelles préoccupations vous inspire-t-elle? Et notamment dans la transformation, alors extrêmement rapide, d'un grand nombre de nos comportements et qui vont durer au-delà justement de la crise. Alors, d'abord, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, donc je le dis, mais j'ai l'impression qu'on va vers... on va être des cyborgs, en gros. On va vers ça. On va être des cyborgs, c'est-à-dire des humains avec des greffons de technologie. Et ce qui m'importe, moi, c'est comment préserver ce qui fait la beauté de l'humain quand on sera greffé de technologie. Et pour ça, je crois que j'ai une réponse. C'est un peu ce que tu disais, la capacité à douter, l'accueil de l'ambiguïté, l'amour de la complexité, le fait de ne pas vouloir tout simplifier en disant voilà, une tâche, une responsabilité, une mission, un poste. En fait, sortir de la pensée dichotomique, de la pensée aussi parfois excessivement rationnelle. Et alors là, je voudrais faire une proposition très simple, un peu idéaliste, mais je crois que c'est quand même mon rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver cette humanité, c'est-à-dire cette part de nous qui aime l'ambiguïté et la complexité et qui ne le fuit pas tout le temps? Ben, je pense la littérature, l'art, la musique, et puis aussi les sentiments forts, sentiments amoureux, sentiments amicaux. Tout ça, c'est ce par quoi on va préserver le vrai feu, quoi, de l'humanité, et qui du coup, ça ne me pose aucun problème en fait, que par ailleurs l'oreillette soit intégrée à l'oreille et qu'on ait des pacemakers et des reins artificiels et que tout se fasse par commande vocale et même mentale bientôt. Ça ne me pose aucun problème si on est très vigilant sur ce qu'il faut préserver pour que voilà, la beauté, quoi, la beauté de l'humain perdure jusqu'au cœur du cyborg. Alors, vous me permettez très naturellement de faire le lien avec la troisième partie de notre échange avant de prendre après les questions des internautes. Et j'ai puisé un petit peu dans vos livres pour poser ces questions. En 2013, vous avez publié, Charles, chez Robert Laffont, « Quand la beauté nous sauve ». Oui. C'est exactement ce que vous venez d'évoquer. Ouais. J'avais une question à vous poser, et puis finalement, la question que je vais vous poser, elle s'est retrouvée ébranlée par une tribune que j'ai lue il y a quelques jours dans Le Monde. Je vous la synthétise en quelques phrases. L'auteur, il déplore que sous le joug du numérique, la valeur de la culture décline. Nous vivons une époque dépourvue d'esprit. Notre curiosité d'espèce vivante, observant minutieusement son environnement, a disparu. Et l'auteur n'est pas n'importe qui, puisque c'est le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim. Oui. Est-ce qu'il a raison de craindre, Daniel Barenboim, oui, que notre capacité de créativité puisse faner? En raison du numérique? Oui. Je pense qu'il a raison de le craindre, mais c'est juste pour être vigilant. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas nécessairement. Moi, j'observe beaucoup de jeunes, par exemple, qui par le chemin d'Instagram se retrouvent à contempler des paysages à l'autre bout du monde et à regarder des sites de photographes. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un outil, et cet outil ne détermine pas une nature. Voilà, tout dépend de l'usage qu'on en fait.
autre note plus positive, vous avez quand même, aujourd'hui, si vous avez 14 ans ou 17 ans et que vous vous intéressez à la musique, grâce au numérique, vous allez, si c'est un peu votre truc, quoi, vous retrouver avec une incroyable connaissance de la musique, de tous les genres et de tous les âges, que nous, à 17 ans, tout aussi curieux de musique, on n'aurait jamais pu trouver. Donc il y a plein, donc il y a du pour et du mauvais. En revanche, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette nouvelle génération à utiliser tous ces outils numériques pour assouvir une curiosité et une quête de beauté, et pour ne pas tomber dans le conformisme, voilà. Et notamment dans une esthétique de masse qui est imposée aussi par certains médias et par une certaine technologie. Nicolas, vous avez envie de rebondir sur ce que dit Charles, justement? Je suis entièrement d'accord. Je pense que la question de la technologie, c'est l'usage qu'on en fait. Et en réalité, si je prends la question de la culture, moi, je trouve que en réalité, les technologies numériques, intelligence artificielle, etc., nous offrent la possibilité d'un accès à la culture qui est un accès inégalé. Donc, je vois ça, au contraire, avec beaucoup de plaisir. Prenons l'exemple de la musique. En effet, moi, quand j'étais adolescent, j'avais suffisamment d'argent de poche pour acheter un CD par mois, 2 CD par mois, grand maximum. Aujourd'hui, pour le prix d'un CD, j'ai un abonnement de streaming et j'ai accès à toute la musique possible et inimaginable. Mes enfants aussi. Et je vois que mes enfants et leurs amis, donc moi, ce sont des adolescents, ont des goûts beaucoup plus larges et beaucoup plus éclectiques que moi à l'époque. Moi, j'écoutais ce qui sortait et c'était très, très normé. C'est-à-dire j'écoutais ce que je devais écouter. Voilà, j'écoutais ce qu'il était de bon ton d'écouter. Mais c'est aussi parce que j'avais un accès extrêmement réduit à la culture. Eux, ils écoutent… Pardonnez-moi, Nicolas, aujourd'hui, à la faveur, malheureusement, des algorithmes notamment, les jeunes, effectivement, nous avons tous accès à une bibliothèque mondiale de musique, mais nous savons très bien que nous sommes, malgré nous, orientés vers des goûts qui finalement rétrécissent. Oui, mais alors ça, je connais bien cette théorie, mais je suis en désaccord avec cette théorie au fond de la technologie qui générerait un déterminisme et qui nous enfermerait obligatoirement dans des bulles, etc. Je ne crois pas du tout. Je pense que les algorithmes, c'est une aide au choix et dans certains domaines, une aide à la décision. Mais ça n'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire que absolument rien… Alors, je vais reprendre un exemple très concret. Vous recevez toutes les semaines un email de Netflix, quand vous êtes abonné, qui vous suggère de regarder tel film ou telle série avec une proposition qui est très convaincante. Nicolas, nous avons cette semaine telle série pour vous. Alors, moi, il se trouve d'ailleurs que quand je regarde cette série, en général, je me dis… Elle te plaît. Elle est vraiment pour moi géniale. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Mais il se trouve, mais c'est exactement ce que disait Charles, que quand c'était possible, pas en ce moment, mais je vais aussi au cinéma. Et au cinéma, du coup, j'ai un effet de surprise qui est beaucoup plus fort. Et donc, vous voyez bien que vous pouvez tirer bénéfice de la technologie, c'est-à-dire qu'elle vous offre un conseil qui est souvent un conseil très, très pertinent, et en même temps, vous pouvez aller au cinéma. Ouais. Alors, dans le livre Homo Sanitas, je prolonge ce raisonnement en regardant la façon dont aujourd'hui les médecins peuvent utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les algorithmes, ce ne sont pas du tout des algorithmes qui font la médecine. Ce sont très concrètement pour les médecins des aides à la décision. On utilise aujourd'hui beaucoup l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale et notamment de la cancérologie. Bon. Mais si une intelligence artificielle vous dit telle lésion cutanée est un mélanome, c'est une aide à la décision qui est absolument formidable. Donc, je pense que si on utilise bien ces outils, au contraire, ils sont un vecteur de progrès absolument inédit. Et puis, juste une autre remarque là-dessus, le principal frein à l'accès à la culture, au désir de culture diversifiée, ce n'est pas le numérique, ce n'est pas les algorithmes. Le principal frein, il est psychologique, il est dans l'espèce de confort qu'on a à être soi et à ne pas vouloir sortir de ses goûts, il est dans le déterminisme social, évidemment, il y a tellement de problèmes, voilà. Et donc, les solutions, c'est la famille, l'éducation, c'est l'école, les profs, les histoires d'amour, d'amitié,
Voilà, et donc le numérique vient bien après. Toutefois, il y a quand même une éducation par rapport aux algorithmes qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, c'est important parfois, dans le cas de la médecine, ce que tu as dit est parfaitement convaincant. Dans d'autres cas, l'algorithme est un peu plus dangereux. Par exemple, par rapport aux idées, aux opinions politiques, il est clair que l'algorithme de Facebook va te renvoyer que des gens qui pensent comme toi. C'est sûr. Ou même sur un site de rencontre, hein, sur une appli de rencontre, si tu renseignes des choses trop précises, en fait, on va te proposer qu'un certain type de personnes. Là, il y a une éducation à faire. C'est-à-dire apprendre à déjouer un peu la logique algorithmique, apprendre à changer d'ordinateur, changer d'adresse IP, ou à renseigner des critères plus vagues, brouiller un peu les cartes pour qu'on recrée des conditions de hasard comme dans la vraie vie. Donc ça, c'est une éducation possible. Mais je répète que le principal frein pour répondre au chef d'orchestre à la question de la culture, il est ailleurs que dans le numérique, je pense. Et notamment, il est dans cette espèce de passion identitaire. C'est-à-dire que le principal frein à la culture, c'est quand je ne vais m'intéresser qu'à des produits, des œuvres qui flattent l'identité que je pense être la mienne et dont je ne veux pas changer. Et à mon avis, ça, c'est dangereux. Et ça, c'est un plus grand danger aujourd'hui que le numérique. Hein. C'est ces gens qui sont ce qu'ils sont, qui sont fiers d'être ce qu'ils sont, qui ne veulent pas changer. Ben, si tu es fier de ce que tu es et que tu ne veux pas changer, une fois que tu as trouvé les trois essayistes, les trois romanciers qui te renvoient à cette image, ben, tu t'arrêtes là. Et puis toute ta vie, tu les relis, tu deviens suffisant, arrogant, éventuellement raciste, agressif. Ça, c'est le vrai problème. Il est plus psychologique et culturel que technologique, à mon avis. Et éducationnel. En fait. Oui, exactement. Une question sur un mot qui vous est cher. Et d'ailleurs, Nicolas, vous avez écrit un livre autour de ce mot. Ce mot est lucidité. Le moment qu'on éprouve depuis un an nous enjoint d'être en permanence en lucidité, dans la lucidité. Est-ce que l'on pourrait y perdre un petit peu de notre faculté de rêver? Tu veux répondre? Non, vas-y. Mais alors, pas du tout. Pour moi, la lucidité, c'est une joie. Une joie. C'est onirique, au fond. On a une pensée dichotomique. C'est-à-dire qu'on est habitué, pour des raisons d'éducation, au fond, et puis de culture occidentale, à dire il y a d'un côté, je veux dire, la raison, la lucidité, la clarté, et de l'autre côté, le délire, l'onirique, le rêve, etc. Mais pas du tout. En fait, ça va très bien ensemble. C'est-à-dire que la lucidité, elle me met en joie. Elle est une force folle. Quand je sais dire, par exemple, oui, c'est comme ça, là, j'ai échoué, c'est comme ça. Ou là, on vit une année de merde, c'est comme ça. Ou alors, je me suis mal comporté, c'est comme ça. Et si je t'interromps, mais parce que je voudrais aller au bout du raisonnement, parce que ce sont des questions que je me pose beaucoup, je suis d'accord avec toi, mais si on te dit, le raisonnement n'est pas terminé du tout. Il n'y a pas d'au-delà, et donc je vais mourir, cette lucidité, elle te met aussi en joie? Non, parce que c'est une lucidité, c'est pas une lucidité, on ne sait rien. On ne sait pas. Ouais. Non, la lucidité, c'est par rapport à la chose qu'on ne peut pas changer et qui est certaine. Mais juste, je finis le raisonnement parce qu'autrement, il n'est pas compréhensible. En fait, ce que je veux dire, c'est que la lucidité, c'est l'absence de déni. C'est quand je regarde les choses en face. Et de me sentir capable de ça, ça me remplit de force, de vie. Ensuite, c'est cette force de vie qui va se déployer dans l'imaginaire et notamment dans les rêveries oniriques. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a pas la vie de la raison et de l'autre côté, la vie du rêve. Il n'y a qu'une seule vie, ce que Bergson appelait l'élan vital. C'est une sorte de force, comme ça, de mouvement. Eh bien, c'est cette même force que je vais utiliser au moment de mon consentement lucide à ce qui blesse, mais aussi qui va se déployer à travers la rêverie et l'imaginaire. Et ça, c'est très important de le comprendre. En fait, dans tout mon travail, j'invite à cette sortie de la pensée dichotomique. Pareil sur l'échec, il n'y a pas échec ou succès. Voilà. Il n'y a pas confiance ou doute. En fait, on peut vivre quelque chose qui, d'un certain point de vue, est un échec, d'un autre point de vue, est un succès. Par exemple, si on réussit très bien dans une entreprise en se comportant mal, échec et succès. Ou alors, si on veut envelopper son amoureux, son amoureuse d'un geste tendre, mais qu'on lui met une claque, acte manqué, c'est échec et succès. Hein. Échec du mouvement conscient et succès du désir inconscient. Et il y a plein de choses comme ça. Ou alors, ce n'est pas la confiance ou le doute. Souvent, on a des doutes et on y va quand même. On y va en confiance malgré le doute. Ben là, c'est exactement pareil. Il ne faut pas croire que la lucidité, c'est froid et que le rêve, c'est chaud. On peut être lucide sur certaines choses et là, rejoindre une force de vie, de consentement,
qui est celle-là même qui va après se déployer sur le plan onirique. Je sais que ce n'est pas très clair, mais Si, je pense si, qu'on si, comprend un peu. si, c'est très clair et c'est lumineux. Si, si. Je vais prendre quelques questions des internautes. Alors, une personne de la fondation Sanofi Espoir, une question sans doute pour vous, Nicolas. Pensez-vous que la santé et en particulier son financement seront mieux prises en considération à l'issue de cette crise Ah bah sanitaire? oui, c'est absolument certain. Oui, non, mais c'est bien, c'est évidemment absolument certain. La santé, c'est pas un but en soi. En fait, là aussi, j'ai eu beaucoup de débats avec certains de mes amis qui considéraient là encore qu'on en avait trop fait parce que au fond, on avait mis la santé comme but ultime de la politique. Mais c'est pas ça. C'est pas du tout ce qu'on a voulu faire et c'est pas du tout ce que les gouvernements ont voulu faire. Personne n'a considéré que l'objectif final c'était d'être en bonne santé. C'est pas ça. La santé, c'est une capacité, c'est quelque chose qui donne les capacités de construire sa vie. C'est la façon dont il faut voir les choses. Et donc, il est normal qu'une nation, et c'est même absolument souhaitable, donne aux gens la capacité de construire leur vie. Le problème, quand vous avez quelqu'un qui part en réanimation, c'est qu'il ne peut plus rien faire. Voilà. Et que soit il décède, soit il en sort, malheureusement, souvent avec des séquelles qui vont rendre la poursuite de sa vie plus compliquée et qui vont l'entraver dans sa capacité à construire sa vie. C'est pour ça qu'il faut mener de bonnes politiques de santé. Je pense en outre, j'en suis pas sûr à vrai dire. Je vais être tout à fait honnête et un peu modeste, ce qui n'est pas le plus facile pour moi, mais je pensais au début de cette crise que cette crise allait réconcilier les gens avec la science. Parce que je me disais, au fond, les gens, ils sont quand même, ils ont du bon sens, ils vont bien voir, et ça s'est confirmé. Alors là, pour le coup, j'ai raison, que ce qui nous en sort, c'est la science, l'innovation, la coopération internationale, qui est une partie de la mondialisation, l'État-providence. Voilà. Donc, je me suis dit, les gens vont voir ça. Et pour les acteurs de santé, du coup, ce serait une bonne chose. Les laboratoires pharmaceutiques qu'on critique énormément, pour tout un tas de raisons, du coup, on va les critiquer moins. Parce qu'on va bien voir que sans laboratoire pharmaceutique, si on n'a pas une production de masse de vaccins, par exemple, on ne va pas sortir de la crise. Donc, je croyais ça, mais je ne sais pas ce que tu en penses, et finalement, j'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien que ça. C'est-à-dire que j'avais peut-être un peu surestimé la part de l'analyse rationnelle. C'est une erreur que j'avais faite, je fais mon mea culpa, mais j'avais peut-être surestimé ça et sous-estimé le fait qu'il y a plein d'affects extrêmement puissants et que le désenchantement vis-à-vis de l'innovation est quelque chose d'extrêmement profond. Il y a une petite nouvelle de Stefan Zweig qui s'appelle, je crois, le premier mot qui traversa l'océan. Stefan Zweig explique que lorsque le télégraphe a été mis en marche entre l'Irlande et l'État de New York, je crois, en fait, les gens ont fait la fête de part et d'autre de l'Atlantique, mais pendant des semaines, ils ont arrêté de travailler, ils sont sortis dans la rue, ils chantaient, ils dansaient. Moi, je pensais qu'il y aurait plutôt quelque chose de cet ordre-là avec les vaccins, par exemple, et notamment les vaccins ARN messagers. Et ça ne s'est pas produit. Alors, les gens sont pour, quand même. Il y a 60% des Français, même dans un pays plutôt réticent à l'égard de la vaccination, 60% des gens veulent se faire vacciner. Mais j'avais peut-être quand même sous-estimé ce désenchantement vis-à-vis de l'innovation, cette prise de distance à l'égard de l'innovation qui est assimilée en plus au capital, surtout en France, qui est un pays un peu le surmoi anticapitaliste est relativement fort. Voilà. Donc là, j'avais peut-être un peu sous-estimé ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas aussi simple, c'est pas aussi clair que moi, je me l'imaginais au début de la crise. Ouais, je fais le même constat que toi. Et je suis assez surpris de voir, voilà, une anecdote, je vais dans un magasin, dans un petit village, un joli magasin de petits objets, de petits bijoux et tout. Et la personne qui tient le magasin commence à se lamenter qu'il n'y a personne, que c'est la crise, elle a dû fermer, maintenant elle réouvre, mais il n'y a personne dans son magasin, qu'elle va devoir déposer le bilan, etc. Et moi, je fais une remarque spontanée, je dis, mais attendez, on va bientôt s'en sortir grâce au vaccin. Et là, elle répond, ah ça, jamais je me mettrai cette merde dans le sang. Et alors là, je sais, en fait, le contraste entre les phrases d'avant et cette phrase-là, c'est complètement irrationnel. Alors qu'elle prend très probablement des antidépresseurs depuis 20 ans, avec des effets secondaires terribles, qu'elle mange sûrement n'importe quoi, et que peut-être elle se détruit la santé avec de la malbouffe. Par contre, ce qui pourrait relancer l'économie
et son magasin à elle, et la vie et le tissu social de son village entier, elle ne veut pas se le mettre dans le sang. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où, je veux dire, devant des choses comme ça, irrationnelles, préjugés, fantasmes, tout ça se nourrissant d'un étrange ressentiment. D'ailleurs, je vous recommande le livre de Cynthia Fleury à ce sujet. On voit bien. C'est remarquable sur les germes de ressentiment. On voit bien dans quoi ça plonge dans ses racines, quoi. Et ben moi, c'est ce que tu disais aussi, ça m'étonne et surtout ça me rend très humble. Au fond, je comprends pas bien, quoi. Alors, tu as évoqué des choses sur moi anticapitaliste qui assimile l'innovation au capitalisme, mais aussi une sorte de mutation pathologique du sens critique français qui devient une sorte de paranoïa, etc. Mais malgré tout, on ne comprend pas, en fait. Non, bien sûr. Et être le pays des Lumières, le pays de Pasteur, et entendre des choses comme ça. En plus, c'est des gens qui sont surprenants, on ne s'y attend pas. Hein. Et boum, là aussi. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Donc, c'est plutôt effrayant. C'est d'ailleurs aussi un manque de confiance. Hein. C'est la défiance, quoi. J'allais justement rebondir. Chaque année, nous avons droit à un panorama réalisé par le CEVIPOF sur le degré de confiance des Français dans leurs institutions, mais pas seulement, aussi dans des items comme la science. Chaque année, c'est un peu plus dévastateur. Et on pouvait espérer qu'effectivement la confiance dans la science rebondisse. Mais à votre place, il y a un mois, justement, on débattait avec Cynthia Fleury et Étienne Klein, et eux-mêmes convenaient que malheureusement, on en est très, très loin. Et d'ailleurs, si on veut bien, juste, en plus, on peut mettre ça en parallèle avec le fait que cette science-là, elle a rallongé l'espérance de vie de 20 à 25 ans en un demi-siècle. Donc, c'est-à-dire que ces mêmes personnes vont pouvoir être complotistes et parano pendant 25 ans de plus grâce à cette science, sans même voir l'incroyable métamorphose de la tête globale de l'existence dont ils profitent. Une question de Philexie. Comment la crise que nous vivons peut-elle agir comme un électrochoc, nous incitant à reprendre la main sur la création de notre devenir? Et encore, je crois qu'il n'y a pas de réponse à ça. Je pense que c'est vraiment entre nos mains. Ça dépend vraiment de la façon dont on réagit. Alors, il y a quand même peut-être une condition à ça, qui est une condition intellectuelle ou psychologique, c'est qu'on accepte de comprendre, moi c'est le combat de ma vie, hein, mais c'est qu'on accepte de le comprendre que l'avenir peut être mieux que le présent et a fortiori mieux que le passé. Je crois que cette condition, elle est pas remplie si facilement que ça. D'ailleurs, on l'a bien vu pendant la crise, on a beaucoup entendu l'idée selon laquelle cette crise, cette pandémie, c'était une punition de ce qu'on avait fait, que c'était logique, que c'était normal, qu'il fallait s'y attendre, etc. Alors que non, pas du tout. Enfin, il y a toujours eu des crises comme ça. Là encore, pardonnez-moi de m'autociter, mais c'est ce que je raconte ça dans Homo Sanitas. La crise actuelle, elle est extrêmement classique. Et en fait, la seule chose qui la différencie des autres, c'est la rapidité de sa propagation. C'est pas sa propagation, c'est la rapidité de sa propagation. Ça, c'est tout bête. Hein, c'est lié à l'avion. C'est l'avion. Est-ce que tu penses que du coup, si on prend ce fait et qu'on compare, par exemple, cette pandémie-là à la grippe espagnole en 1918, du coup, c'est la rapidité des flux, notamment d'avions, qui a fait d'une épidémie locale une pandémie mondiale en, on va dire, 3 semaines au lieu de 3 mois. Ou 3 ans même. Est-ce que le libéral que tu es, du coup, serait pour une mondialisation ralentie? Non, alors non, parce que je pense que la mondialisation. Je veux juste dire ralenti. Hein, pas non, mais je réponds franchement. Je pense que c'est aussi ça qui nous permet, c'est ça qui caractérise la crise, c'est la vitesse à laquelle on est en train de la résoudre. Moi, ce que je trouve absolument fascinant, c'est le traitement de cette crise, dont on verra. Alors, ce que je vais dire va énormément choquer, mais cette crise, elle sera étudiée par les historiens dans 5 siècles. Hein, elle est très grave. Mais dans 5 siècles, on se dira, mais ce qui était extraordinaire, c'est que très vite, ils ont compris comment déjà se propager le virus. Il y a un truc, mais tout nouveau, hein, parce qu'on a beaucoup dit les masques, le confinement, c'est médiéval, mais pas du tout. Il n'y avait pas de masque au Moyen-Âge. Et il n'y avait pas de confinement, il y avait des quarantaines. C'est-à-dire que les gens qui étaient malades, pour une raison qu'on ne connaissait pas, c'était presque une croyance, on les mettait à l'écart. Mais c'était aussi pour ne pas s'occuper d'eux. Mais on ne faisait pas de confinement. Même le confinement est quelque chose de terrifiant. Mais par rapport à ce qui s'est fait auparavant, en réalité, c'est quelque chose de sophistiqué. Le confinement, les masques, le gel hydroalcoolique,
la théorie des microbes, je voudrais rappeler que c'est Pasteur. En 1860, ce qui prédominait, c'était la théorie des miasmes. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait que ce qui était dangereux, c'était les mauvaises odeurs. Le coronavirus, il n'y a pas d'odeur. Hein, vous pouvez pas le... Bon, donc, et en plus, arrivent les progrès dans les traitements et dans les vaccins. Donc, je pense que, certes, la mondialisation a considérablement accéléré la diffusion de cette crise. Ça, c'est clair, il faut regarder. Là encore, le libéral doit être lucide. C'est vrai. Donc, bon. Mais je pense que ça nous permet en même temps non seulement d'apporter des solutions, mais je prenais l'exemple des vaccins à ARN messager, ça nous permet aussi de prendre date pour l'avenir et d'accélérer le combat. Je prends l'exemple des cancers, d'accélérer des combats qui sont absolument cruciaux pour l'avenir. La crise va-t-elle changer notre rapport aux aînés et à la valeur de la vie? Pose justement un internaute. Et je remets ça, je contextualise quand même dans ces derniers mois, on a vu quand même la solidarité intergénérationnelle se fissurer. Ouais. Vraiment, certains disent même se fracture, on dira plutôt se fissure. Comment justement recolmater justement cette solidarité intergénérationnelle et peut-être la ramener, la rapporter justement à la valeur de la vie, pour reprendre le terme de l'internaute. Si la valeur de la vie veut dire quelque chose d'ailleurs. En tout cas, le choix est clair. Le choix qui a été fait, un choix de civilisation, c'est de sauver le plus de vies possible de personnes âgées en sacrifiant en grande partie, enfin en menaçant, pardon, en grande partie l'avenir des jeunes. Et c'est quand même la marque ça, c'est un choix d'une humanité exceptionnelle, non? Moi, je pense que c'est un bon choix. Ouais. Simplement, il n'a pas été délibéré, et les jeunes n'ont pas été, ceux qui étaient en âge de délibérer, notamment de voter, on ne leur a pas demandé leur avis, et donc il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, quand après, tout à leur désir de vivre, et tout à leur soif de rencontre, ils ne respectent pas certaines mesures sanitaires. Je les comprends, ça ne veut pas dire que je les excuse, mais je les comprends, et je salue leur désir de vivre, qui est la gloire de leur âge. Et c'est ce qui va aussi nous sauver dans l'avenir. Et la solidarité, pour moi, c'est vague. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est pas une solidarité abstraite, intergénérationnelle, c'est une solidarité concrète quand elle est possible. Et celle-là, elle est là, elle est au rendez-vous. Et c'est aussi ce que j'explique dans mon livre sur la rencontre, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on se sent responsable de lui. Mais donc il y a plein de jeunes qui, dans le rapport effectif à des personnes âgées, ou leurs grands-parents par exemple, en fait, font tout ce qu'il faut et se comportent très bien et vont faire très attention quand ils vont le rencontrer, vont mettre un masque, ils mettent jamais, vont se tenir à 3 mètres, ouvrir les fenêtres s'il fait froid. Ils vont le faire très bien parce que c'est pas abstrait, mais c'est concret. En revanche, ils vont pas se rendre compte que la veille au soir, quand ils étaient avec 10 potes en train de prendre des bières, ils ont fait circuler le virus qui va menacer leur propre grand-père. Mais au fond, c'est la vie qui est comme ça. En fait, ce qui est abstrait, ça marche pas. Donc, on peut pas demander... je veux dire, c'est ce que disait aussi Lévinas quand il dit en fait, tu ne peux pas te sentir responsable de quelqu'un que tu n'as pas rencontré. Donc, je n'ai pas de solution, mais c'est aussi pareil avec le péril climatique et écologique. Si nous, on rencontrait les Esquimaux dont notre consommation de viande menace la survie directement parce que ça crée un réchauffement qui fait que leurs phoques meurent, eh ben, on ferait attention. Mais nous-mêmes, on ne les rencontre pas, donc on n'arrive pas à être solidaire par rapport à des gens qu'on ne rencontre pas. Si on les rencontrait vraiment, on serait 1000 fois plus solidaires. Et pire encore, sur la question des générations, c'est qu'en vérité, pourquoi il faut sauver la planète? Pour les enfants des enfants de nos enfants, donc qui ne sont pas nés et qu'on n'a encore jamais rencontrés. Et on ne le fait pas assez. Mais si on les voyait en face de nous, on le ferait beaucoup plus. C'est exactement ce qui se passe avec cette fracture générationnelle. C'est juste qu'on ne peut pas demander trop à l'animal humain. Alors après, il pourrait y avoir des politiques publiques qui orchestrent cette solidarité, mais pour ça, il faudrait encore qu'elle soit vraiment débattue démocratiquement, qu'elle soit vraiment délibérée et qu'elle ne vienne pas comme ça d'en haut de la décision d'un seul. Nicolas, si jamais le chantier de la réforme des retraites revient sur le tapis, est-ce que réellement, on en parle un petit peu, mais pour l'instant, monsieur, il est endormi, il est mis de côté, est-ce que cette fracture intergénérationnelle pèsera sur la manière dont les débats seront conduits entre notamment les partenaires sociaux? Alors déjà, moi je pense que le choix qui a été fait est le bon choix. Voilà. Mais moi aussi. Non, je sais bien, parce que je pense que la grandeur d'une société, c'est de protéger les plus fragiles, tout simplement. C'est pas de protéger ceux qui vont bien. Et les plus fragiles, en l'occurrence, pendant la première phase de l'épidémie, parce que là, c'est en train de changer. Mais c'était les personnes les plus âgées. Et
je n'ai jamais adhéré à l'idée qui consiste à dire, au fond, ce sont des gens les gens qui meurent avaient une espérance de vie qui était faible, et donc il ne faut pas bloquer la société pour eux. Je pense que c'est une idée qui n'est pas bonne du point de vue moral. Là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est peut-être parce que je suis sensible à la question de l'offre et de la demande, et aussi parce que, ayant beaucoup travaillé sur l'économie de l'oncologie, je travaille sur la question des cancers depuis longtemps, et on sait bien, beaucoup de professeurs expliquent ça, notamment David Kayat, on a beaucoup débattu, explique très bien que pour quelqu'un à qui il reste statistiquement 1 an de vie, lui rallonger sa vie de 2 ou 3 mois, ça a une valeur très importante. Une valeur qu'on ne peut pas imaginer quand on a 45 ans et qu'on est en bonne santé. Donc, je pense que ce choix est le bon, et je pense que l'idée qui consiste à dire « Ah, mais de toute façon, ils allaient mourir dans 2 ans, donc 2 ans de moins, ce n'est pas très grave », je pense que c'est un raisonnement qui ne tient pas. Et en plus, c'est un raisonnement qui n'est pas efficace, parce que, comme j'ai tenté de le montrer tout à l'heure, enfin rapidement, quand on aide les gens les plus fragiles, en réalité, on s'oblige à faire des progrès qui, in fine, vont bénéficier à l'ensemble de la société. Donc vraiment, je pense que ce choix était le mais bon. juste une petite objection. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent « Oui, mais là, on peut mesurer ces vies sauvées, mais on ne peut pas mesurer les vies gâchées dans 20 ans, les suicides, les conséquences de la crise économique et sociale, les troubles psychiatriques des étudiants qui sont seuls, et que donc il y aurait quelque chose de court-termiste, au fond, à privilégier ces vies-là que l'on peut comptabiliser maintenant et dont on peut se targuer de les avoir sauvées par rapport à celles par rapport auxquelles on se lave les mains en disant voilà, ce sera dans 10 ans, dans 15 ans, et puis personne ne saura. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ma réponse, c'est qu'on ne doit pas s'en laver les mains, justement, qu'on doit faire en sorte que ces souffrances soient minimisées le plus possible. Mais en réalité, je pense que c'est possible. Là encore, je vais donner un exemple très concret. On a mis en place, il y a 1 an, des dispositifs extrêmement ambitieux en matière d'alternance et d'apprentissage. Ça a marché. L'année 2020 a été une année très bonne en matière d'alternance et d'apprentissage. Alors malheureusement, ça ne marche pas pour les stages, pour les emplois, etc. Mais on voit qu'on peut quand même mettre en place des politiques publiques qui arrivent à limiter les effets néfastes de cette crise pour des populations qui sont des populations jeunes. Moi, j'ai par exemple signé l'appel qu'a lancé Muriel Pénicaud pour des États généraux de la jeunesse, justement pour mettre en place, dès maintenant, des politiques publiques extrêmement puissantes à l'égard des jeunes. Et si je soutiens, par exemple, un plan de relance européen très ambitieux, un peu comme le plan de relance au fonds américain, c'est avec cette ambition-là. C'est pour être capable justement de jouer sur les 2 tableaux, c'est-à-dire de dire on soutient les personnes les plus fragiles, mais en même temps, on met en place des dispositifs extrêmement ambitieux pour les jeunes. Alors sur la question de la réforme des retraites, à côté de ce qu'on traverse, elle me semble très facile. Hein. Franchement, je vais dire, la réforme des retraites, alors déjà, il ne faut pas la faire tout de suite, parce que moi, j'ai un côté un peu psychorigide, mais je pense qu'il faut traiter les problèmes les uns après les autres. Donc là, on vaccine. C'est la seule réforme, hein. C'est le seul truc à faire, on vaccine. Voilà. Ensuite, on fait le plan de relance. Hein, quand on a rouvert, on fait pas de gros plan de relance tout de suite, les magasins sont fermés, donc ça ne sert à rien. Donc, quand on aura rouvert, on fait un gros giga plan de relance, et après, on fait les réformes. Et dans les réformes, il y a la réforme des retraites. La réforme des retraites, on va réunir les partenaires sociaux, on va dire comment on se débrouille. Voilà, il faut qu'on allonge la durée de cotisation d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on l'allonge de 2 ou 3 ans. Voilà, comment on s'arrange, quelle dose de pénibilité, comment on fait ça, est-ce qu'on fait des accords de branche ou des accords d'entreprise. Enfin, là encore, à côté de ce qu'on traverse, franchement, mais la réforme des retraites, moi, en s'y prenant bien avec les partenaires sociaux, franchement, je vous la boucle en 3 mois. On va prendre une dernière question et puis on conclut peut-être. Juste un mot peut-être, oui, bien sûr. Parce que la question était belle et puis c'est impossible de répondre. Qu'est-ce qui fait la valeur de la vie? Mais peut-être la vie n'est pas la vitalité. Voilà, c'est peut-être une distinction qui peut faire réfléchir. C'est-à-dire la vitalité d'une société, la vitalité d'une économie, la vitalité d'un tissu relationnel. Parfois, ça peut entrer en contradiction avec le soin de la vie. Et je n'ai pas de solution. Mais en tout cas, on peut mesurer cette tension paradoxale. En tout cas, la crise, en tout cas, la crise, et je rebondis sur ce qu'a dit juste avant Nicolas, elle pose quand même la question de l'égalité des valeurs de vie. 2 vies sont-elles égales? La valeur de 2 vies, les valeurs de 2 vies sont-elles égales? Objectivement, la question ne se posait sans doute pas au printemps dernier, mais quand on regarde aujourd'hui les dégâts psychiques, sociaux sur une très grande partie de la population,
je me souviens de votre confrère André Comte-Sponville, très tôt au printemps dernier, qui disait « Moi, je ne veux pas que, Oui, bien sûr. que les jeunes soient sacrifiés pour assurer à ma génération de vivre un an de plus. » Il allait en fait totalement à l'encontre de ce que vous Mais dites, oui, Nicolas. ça marche Mais pas. il avait le droit de le dire. Il avait le droit de le dire Mais pour est-ce lui. tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Pour finalement, lui, ce qu'il a oui. dit il y a un an, est-ce que la question qu'il a posée il y a un an n'est pas légitime aujourd'hui? Enfin, Mais vous savez que le simple fait d'entendre à la radio tri des malades pose cette question. bien sûr, Ah oui, bien sûr. complètement. Et c'est ça aussi, les moments de crise sont des moments où on se pose des questions qu'on ne se pose pas d'habitude. Mais comme je suis dans l'éthique de responsabilité, encore une fois, j'adore André Comte-Sponville, et encore ce que je fais est très mal élevé puisqu'il n'est pas là. Mais le débat est passionnant, il a raison de le poser moralement. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est la traduction concrète? Si je vous dis, en effet, un an de vie, c'est pas grand-chose. Donc, quelle est la traduction concrète? C'est monsieur, vous avez 84 ans, désolé, on vient de faire un choix. C'est que on a décidé de ne pas sacrifier ou pénaliser la société pour vous. Et donc, écoutez, il n'y a plus de mesures de confinement, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de trucs. Je pense que la traduction concrète est extrêmement difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est facile. Assez souvent, d'ailleurs, je trouve que les débats moraux sont assez faciles à trancher, mais les applications concrètes sont extrêmement difficiles. Demandez à des médecins, d'ailleurs, comment ils font. Ils ne vont pas renvoyer des malades. Enfin, ils vont pas renvoyer des malades. C'est tout le problème. C'est pour ça qu'on met en place des mesures de restriction. On ne met pas en place des mesures… Là encore, c'est un débat que j'ai eu avec mes amis libéraux. Le gouvernement n'est pas liberticide. Il est plutôt libéral, en plus, le gouvernement, donc il n'est pas du tout liberticide. J'ai eu ce débat avec plein de ministres, compris, enfin, je ne devrais pas le dire, mais le ministre de l'Intérieur qui me dit « Attends, mais les masques, dès qu'on peut… En plus, les masques, on ne voit pas les gens. Dans les manifestations, pour les contrôler, ça complique. » C'est absurde de dire que le gouvernement veut qu'on porte des masques. C'est très exactement l'inverse. Donc, ce n'est pas ça. Ce qui essaie de faire le gouvernement plus ou moins adroitement, ça, on peut en débattre. Mais il essaie, justement, d'éviter, en fait, ce type d'arbitrage. Ouais, c'est vrai. Et c'est d'une complexité. Moi, je suis très critique, on est tous critiques, on a raison d'être critiques avec les gouvernements, c'est notre rôle. C'est d'une complexité épouvantable en pratique. Regardez ce qui se décide ce soir. Ça, c'est un vrai sujet de philosophie. Une des questions, la fermeture des écoles. Est-ce que c'est décidé maintenant, un quart d'heure avant ou pas? Non, mais ça, c'est… Pardonnez-moi d'être très vulgaire, ça, c'est une putain de question. Les écoles. Est-ce qu'on décide de laisser filer l'épidémie, sachant que ça va faire des morts et des Covid longs, etc. Ou est-ce qu'on ferme les écoles, sachant qu'en effet, notamment pour les tranches d'âge qui ont entre 6 et 10 ans, on génère des retards dans l'apprentissage de la lecture et du calcul dont on n'est pas sûr qu'ils pourront le rattraper. Là, c'est ça ce qui est en train de se jouer. Il faut quand même je peux vous dire que quand on réfléchit à ça concrètement, ça m'incite à avoir, et je suis très critique, mais ça m'invite à avoir un tout petit peu d'indulgence, voire de l'admiration pour ceux qui décident. Il faut se rappeler d'ailleurs qu'aux États-Unis, une assez importante minorité d'enfants n'a toujours pas retrouvé les bancs de l'école. C'est une catastrophe. Je pense que les dégâts… Dernière question, et on conclut. Cette crise va-t-elle permettre la prise en compte d'une crise bien plus grave, celle du réchauffement climatique? Intéressant. Est-ce que finalement, lorsqu'on est plongé dans une telle crise, ça nous permet de regarder au-delà de la crise dans laquelle nous sommes enfermés et de regarder peut-être justement, de considérer une crise encore plus importante qui nous dépasse totalement, qui est celle de la planète et de l'environnement finalement? Mon sentiment, c'est qu'au sortir de cette crise, il y aura un désir de vie, de rattrapage, de consommation, de liberté tel qu'il aura plutôt des effets négatifs sur la question climatique. C'est pas très réjouissant ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que et puis c'est ce qu'on a eu de cesse de dire tous les trois. Hein. On ne peut pas savoir au sein de ce jeu de force lequel va l'emporter. Ouais. Est-ce que c'est la conscience ou est-ce que c'est la vie pure, quoi? Au fond, on ne sait pas. En même temps, ce que je me dis, c'est que cette crise, elle nous a fait comprendre, enfin, elle nous a fait éprouver dans nos vies le fait qu'une catastrophe mondiale était possible, que ça pouvait nous tomber dessus, une vraie catastrophe, quelque chose de très grave. Et donc, je me dis que, d'une certaine façon, ça peut aussi ça peut donner une matérialité au réchauffement climatique. Vous voyez ce que c'est qu'une crise, ça peut arriver. C'est quelque chose qui est tangible, qui peut arriver. Et l'avantage, entre guillemets, du réchauffement climatique, en plus, c'est que c'est plus un processus qu'une crise. C'est-à-dire que par rapport à la crise de la Covid-19, le réchauffement climatique a au moins une qualité, entre guillemets, c'est qu'il est prévisible. C'est que c'est un phénomène qui est continu. Donc,
je me dis que cette crise, ce que je veux dire est terrible, mais pour ceux qui, comme moi, essaient de sensibiliser leurs contemporains au réchauffement climatique, mais surtout aux solutions, quoi. Là encore, c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Il me semble que ça nous facilite plutôt les choses à 2 titres. D'une part, c'est regardez, une catastrophe est possible, mais d'autre part, si tout se passe bien, j'espère que tout va bien se passer avec les vaccins, mais regardez, on peut aussi se mobiliser, on peut trouver des solutions. Ouais, bien sûr, c'est possible. Bien sûr, je l'espère autant que toi, sauf que la catastrophe dont tu parles, qui pourrait nous ouvrir les yeux, est une catastrophe qui était imprévisible, et l'autre, elle est prévue, elle est annoncée, et on n'arrivait déjà pas à sensibiliser assez les habitants de la planète à ce qui était annoncé, prévisible, prévu et en train de se réaliser. Entre-temps, on a l'imprévu qui nous tombe dessus, et est-ce que ça pourrait nous sensibiliser de nouveau par un effet retour à ce qui a été prévu? C'est pas gagné, quoi. Non. Mais je vais lutter comme toi en tant que père, en tant que prof, en tant qu'auteur, évidemment. Mais je pense que la lucidité, c'est de reconnaître que c'est pas gagné. Pour conclure, je vais prendre une phrase de votre livre, La rencontre. Rencontrer quelqu'un, c'est une invitation au voyage. Et à vous écouter ce soir, le désir de l'autre ne va pas tarir, ne va pas faner, la curiosité de l'autre non plus, finalement. Et quand je dis l'autre, c'est aussi un objet, c'est une œuvre d'art, hein, c'est une musique, c'est une peinture, c'est un livre. Cette invitation au voyage, quel serait pour vous, dans l'idéal, le voyage dans lequel vous aimeriez nous embarquer, nous qui vous avons écouté ce soir? Je crois que c'est quelque chose que peut-être on a fait vivre en se rencontrant. C'est le plus beau voyage, c'est de partir à la découverte de cet autre qui nous échappe, cet autre qui m'échappe. Là, on n'a jamais assez d'une vie pour faire le tour de la différence de l'autre. Moi, je pense que c'est ça la plus belle invitation au voyage. Au lieu d'être obsédé par toi, auto-centré, narcissique, sûr de toi, fier de ton identité, il y a peut-être plus intéressant, c'est l'autre que tu ne connais pas, qui t'échappe, qui est mystérieux, que tu ne peux pas posséder, que tu ne peux pas maîtriser, et qui peut t'apprendre tellement de choses. Merci Charles. Et vous, Nicolas? Mais non, mais bon, non, mais c'est drôle, mais je suis vraiment, parce qu'on peut avoir des désaccords sur des... Mais je me reconnais, j'adhère tellement à cette philosophie. Moi, l'un des livres qui m'a le plus marqué, c'est un tout petit livre de Clément Rosset qui s'appelle « Loin de moi », je crois, et dans lequel, la 4e de couverture que j'ai quasiment appris par cœur, mais je vous en donne la dernière phrase, c'est quelque chose comme « L'étude de soi non seulement est impossible, mais en plus, c'est tout à fait inintéressant. » Je trouve que c'est d'une profondeur... Et je crois qu'il ajoute même que le peu de choses qu'on comprend, en plus, c'est assez désagréable. C'est ça, voilà. Et voilà, mais je pense que c'est très exactement ça, c'est-à-dire que toute cette idée de l'introspection, etc., bon, ok, mais je ne suis pas très sensible à ça. Et je pense surtout qu'on en voit les limites, là. On a fait 1 an d'introspection, c'est bon. Voilà. On a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose, ouais. Je ne suis pas sûr que l'introspection, ce soit extrêmement intéressant. C'est comme se regarder, mais je crois que Rosset le dit aussi, vouloir se regarder intérieurement, bon, c'est comme se regarder dans la glace. Bon, déjà, on ne se voit pas comme on est vraiment, et puis bon, voilà. C'est pas ça. La question... Moi, ce qui me passionne, c'est ce qu'on va faire après. Voilà. Qui on va rencontrer, où on va aller. Et la seule vertu de cette crise, c'est que en générant de la rareté, de la contrainte, elle régénère de l'envie. Moi, je trouvais dans ma vie d'avant que je voyais trop de gens. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Enfin, en tout cas, que le fait de ne pas voir suffisamment de gens est bien pire que le fait de voir trop de gens. Et donc, si je considère à nouveau que je vois trop de gens, que j'en vois beaucoup, je m'en accommoderai. Avec plaisir. Nicolas et Charles, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci et bonne soirée. Merci.